Tiers-lieu d'innovation de production artistique, média et numérique de la ville de Metz. Situé en plein cœur de la nouvelle région Grand Est. Cet espace atypique se situe au 7 avenue de Blida, à 5 minutes à pied du centre-ville. Avant, c'était là qu'on stationnait et réparait les bus de l'agglomération messine. Mais depuis 2 ans, le lieu est ouvert aux créateurs en tout genre dans les domaines des arts et du numérique. Et pour rendre ce défi possible, il a été reconverti en immense plateforme collaborative et accueille aujourd'hui de nombreuses activités professionnelles. TCRM Blida est un lieu de travail et de rencontres qui favorise les échanges professionnels dans un dynamisme d'économie créative vers des perspectives d'avenir concrètes. Véritable laboratoire dédié à l'entrepreneuriat, Blida est construit autour de 6 grandes thématiques. Art et industrie créative, innovation digitale et économie numérique, médias et production audiovisuelle, économie sociale et solidaire, événementiel et art de vivre, et enfin, les jeux vidéo. Concentrer les compétences, croiser les synergies, mutualiser les ressources et les savoir-faire de chacun pour donner vie aux idées dans un cadre propice aux échanges et à l'innovation, et qui rassemble et met en valeur les créations et les productions Made in Blida. Car il est aussi le lieu totem de la labellisation French Tech à Metz pour le sillon lorrain. Dans un paysage numérique en pleine révolution et dans un esprit d'économie créative et de développement durable, TCRM Blida se doit d'être le reflet du monde d'aujourd'hui et de demain. Un monde créatif, solidaire et entrepreneurial, dont l'innovation peut être produite par chaque citoyen. À l'avenir, un espace ouvert sur la ville et ses habitants. Un lieu où l'on expérimente, on recherche, où l'on s'interroge à travers de nouveaux modes de travail, de pratique et de loisirs. L'idée étant tous ensemble d'accompagner le développement, l'éclosion, le décollage et l'envol de beaux projets. Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier, vous avez choisi le bon. Les autres vont tous venir ici après cette séquence. Donc nous allons parler des nouveaux lieux de l'entrepreneuriat. On a fait un petit patchwork et à mon avis, c'est pas complètement complet, mais nos intervenants nous le diront tout à l'heure, de toutes les formes d'espaces qui peuvent exister. Il y a des nouvelles formes qui génèrent et qui se créent chaque jour. Donc ce sont, vous voyez la définition qui a été, pour l'instant en tout cas, donnée par l'émission Coworking, c'est assez complexe. En gros, quand on dit ça, tout peut être un espace de type coworking ou un tiers-lieu, c'est assez large. Plus de 1800 recensés, ils s'en créent assez souvent. Et comme toute chose, je ne suis pas certain qu'on les ait tous repérés. Donc on va parler de cela avec nos intervenants. Donc nous avons sélectionné sur la planète entière les meilleurs experts de la question des tiers-lieux. Je vais vous les présenter rapidement, mais évidemment, ils pourront compléter leur CV tout à l'heure s'ils le souhaitent. Donc nous allons démarrer par Marie Fontaine, qui, on va dire, a les mains dans le cambouis tous les jours, puisqu'elle anime un tiers-lieu sur Toulouse, qui s'appelle Les Imaginations Fertiles, et qui, comme son nom l'indique, brasse beaucoup d'idées, beaucoup de concepts, effectivement réunis, Mel le dira mieux que moi tout à l'heure, des gens depuis 2012 sur Toulouse, avec de 7 à 60 sociétaires. Ça, c'est la progression, en fait. Alors, les effectifs, c'est 7 salariés et 60 sociétaires. 7 salariés et 60 sociétaires. Il y a un micro, oui, bien sûr. Anne-Marie, si vous voulez compléter.
Voilà, avec un projet de relocalisation au quartier politique de la ville, donc les imaginations fertiles, c'est pas facile à prononcer, s'agrandissent avec du terrain, etc. Bien sûr, vous irez à Toulouse pour visiter ce lieu, vous serez accueillis par Anne-Marie. Nous avons également Dominique Valentin, qui est toulousain aussi, enfin en tout cas autour de Toulouse, si j'ai bien compris, voilà, qui est aussi un adepte de la ruralité aussi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il développe beaucoup de projets en lien avec des tiers-lieux en milieu rural. Et donc lui a créé une entreprise qui s'appelle Relais d'entreprise, voilà. Sans paraphraser, depuis 2015, vous voyez, on est à peu près dans les mêmes eaux, et qui fait de l'ingénierie en création de tiers-lieux d'activité, donc vous êtes un spécialiste du sujet. Voilà, au départ Haute-Garonne, et aujourd'hui avec une intervention nationale. Donc vous veniez de Lille, de Metz, de Paris ou d'ailleurs, vous pourrez évidemment travailler avec Relais d'entreprise, il n'y a pas de souci. Avec un agrément ESSUS en cours, hein, donc c'est tout ce qui touche à l'économie sociale et solidaire pour apporter cette précision-là. Et puis Lilian, donc nous c'est notre consulaire de l'étape, on va dire ça comme ça, hein, qui intervient sur le Tarn et qui anime, et c'est assez intéressant à souligner, un réseau d'espaces de tiers-lieux et de coworking. C'est intéressant de parler de ça, et on y reviendra sans doute tout à l'heure, c'est que notamment en milieu rural, les tiers-lieux fonctionnent mieux quand ils sont connectés en réseau. Voilà, donc il y a 7 tiers-lieux sur le département pour l'instant. Adhérents, oui, parce que il y en a certains qui ne sont pas encore convaincus, mais qui le seront très vite, grâce à la capacité commerciale de Lilian. Et puis nous avons un enseignant-chercheur, David... oui, mais le W, c'est pas Walter, William. Voilà. David William Versailles, qui vient du Luxembourg, c'est ça, et qui a conduit tout un tas de travaux de recherche, mais il nous dira plus tout à l'heure sur ces travaux, autour justement de ces questions, des plateformes d'innovation, des tiers-lieux, et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous avez vu, on a une très belle équipe. Et donc nous allons répartir notre temps en 3 temps. Alors deux principaux temps forts et puis un rapide temps de conclusion à la fin. Un premier temps sur ce sont quoi ces nouveaux espaces, de quoi parle-t-on, qu'est-ce qui les délimite, est-ce qu'on peut vraiment avoir une définition commune, hein, c'est quoi les éléments de socle commun finalement de ces nouveaux espaces. Donc avec un quadruple regard, vous avez compris, à la fois finalement scientifique, mais aussi très, très terrain et très pragmatique par ailleurs. Deuxième temps fort, qui vous intéresse, j'imagine, fortement, puisque dans la salle, on ne va pas faire un tour de table, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'opérateurs de l'accompagnement à la création d'entreprises, chambres consulaires, plateformes initiatives, BGE, enfin bon, je ne vais pas tous les citer. Donc vous êtes des opérateurs de l'accompagnement et vous interrogez sans doute qu'est-ce qu'on peut faire avec ces nouveaux espaces. Est-ce que ce sont pour nous des opportunités? Est-ce que ce sont des menaces et des contraintes? Comment est-ce qu'on peut composer? C'est quoi les formes de coopération envisageables? Voilà. Donc ça, c'est un deuxième temps fort. Et puis, de quoi peut-être... vous voyez, 1800 lieux aujourd'hui, c'est quand même une belle progression. D'ailleurs, le Sud est assez bien représenté. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans l'émission Coworking, en fait, surtout en milieu rural, la Nouvelle-Aquitaine, d'ailleurs, a été une région elle est encore d'ailleurs très, très active sur la création de tiers-lieux en milieu rural, mais Occitanie est très bien placée aussi. Voilà. Après, dans les métropoles, c'est normal que la région parisienne ou Lyon soit bien représentée, mais hors métropole, on a une bonne représentation des tiers-lieux en milieu rural. Dans le Tarn, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vous avez sans doute un téléphone portable avec vous. Je vais surtout vous demander de ne pas l'éteindre, parce que vous allez vous connecter sur votre téléphone portable. Si vous en avez un, si vous n'en avez pas un, c'est pas grave, vous allez jouer avec votre voisin ou votre voisine. Donc c'est un petit jeu que nous allons faire ensemble, et vous allez vous connecter sur une plateforme qui s'appelle Slido, S-L-I-D-O. Voilà. Slido, slido.com. Donc je vous laisse un peu prendre le temps de vous connecter. Et puis quand vous allez arriver sur slido.com, ils vont vous demander un mot de passe. C'est la clé d'entrée sur notre conférence. Et là, vous allez écrire tiers-lieu, sans le hashtag. Hein.
T-I-E-R-S-L-I-E-U-X. J'ai pas fait de faute là, docteur? Non, c'est bon. D'accord. Donc Slido et ensuite tiers-lieu. Alors. Donc j'arrête le diaporama. En fait, l'idée, c'est que vous puissiez répondre à la première question qui va s'afficher. Tiers-lieu. Si j'arrive à me connecter moi-même, parce que ça rame un peu, non? Non, c'est bien. C'est pas grave, sinon. Est-ce que vous arrivez à vous connecter? Tout attaché en minuscule normalement, mais c'est pas attaché? Ah, Slido, oui, mais vous allez trouver assez facilement en principe. Ouais. Mais si vous faites Slido, normalement ça vous le trouve. Et normalement vous devez avoir cette question qui apparaît et on vous demande d'écrire un mot-clé pour décrire les nouveaux espaces de l'entrepreneuriat. Ça s'est fermé, c'est que la connexion a dû être perdue. Bon, on va peut-être pas, on verra si on joue. Hein, Sinon, on va le faire à l'ancienne, hein, vous allez voir. Et j'ai quand même, moi, chaque fois l'appréhension de ça. Qu'est-ce que ça va faire? Et ça, c'est après comme ça. Le fameux en-caqueux. Je relance, si ça marche pas, on passe à autre chose. Est-ce qu'il est de nouveau ouvert? Non? Bon, c'est pas grave, on va faire autre chose. Vous allez prendre la parole pour donner, à ceux qui le veulent évidemment, un mot pour décrire ces nouveaux espaces. Ce qui vous passe par la tête. Solidaire. Parlez bien fort. Ouais. Solidaire. Solidaire. Collaboration. Collaboration. Agile. Agile. Convivial. Convivial. Partagé. Chiche. Chiche. Foisonnement. Foisonnement. Créativité. Créativité. Réseau. Réseau. C'est pas celui qu'on a aujourd'hui. Synergie. Ensemble. Synergie. Communauté. Communauté. Bon, c'est pas mal. Alors, David, est-ce que ces mots-clés reflètent bien la définition qu'on peut donner
des tiers-lieux de ces nouveaux espaces? Tous, et si j'étais provocateur, je dirais en même temps aucun. Parce qu'en fait, il faut rentrer dans les définitions des lieux pour être capable de les associer. Communauté, c'est pas forcément ce qu'on va rencontrer dans un coworking. Agilité, pour un coworking, c'est pas forcément indispensable. En revanche, c'est incontournable pour un Fab Lab ou pour un Living Lab. Donc il faut rentrer un petit peu dans la mission du lieu pour être capable de faire un peu du tri. En gros, nous on a pas mal travaillé avec l'équipe de la chaîne UPIC dans laquelle je fonctionne. On a régulièrement des études pour BPI France Le Lab sur ce sujet-là. Et on est arrivé à en fait simplifier à l'extrême la typologie à partir de tous les lieux qui existent, de toutes les terminologies, de tous les termes. Tiers-lieu, c'est en même temps très sympa et trop neutre. Parce qu'en fait, ça s'adapte à tellement de lieux différents qu'au bout d'un moment, on y perd un petit peu son latin. En revanche, si on veut rentrer dans l'analyse, on a besoin d'avoir d'un côté les espaces de coworking, parce que ceux-là, en fait, c'est des endroits où on va travailler ensemble. C'est des endroits où on va trouver de la convivialité, c'est des endroits où on va trouver éventuellement un certain effet de synergie, de l'entraide entre les différentes personnes qui vont être là, mais pas automatiquement. À côté des espaces de coworking, il y a tous ceux qui sont associés à de la créativité. Mais là, il faut regarder ce que ça va donner en termes d'activité, parce qu'il y a certains espaces de créativité qui vont être centrés sur l'innovation, d'autres qui vont être centrés sur du prototypage, d'autres qui vont être centrés sur des usages, donc on ne va pas avoir les mêmes équipements. En revanche, à l'intérieur, tout ce qu'on peut trouver autour de l'entraide entre ceux qui portent des projets de start-up, des projets entrepreneuriaux, des projets d'innovation, c'est quelque chose qui va être fondamental. Et dans ces lieux-là, évidemment, la convivialité, ça va être incontournable. Mais le but ultime du management de ces lieux-là, c'est en fait de créer des synergies, de créer de l'entraide et de créer un effet de communauté. Si on n'a pas d'effet de communauté dans ces lieux-là, on a tout perdu. Est-ce que, parce que le mot entrepreneuriat n'a pas été cité, mais est-ce qu'on trouve de l'entrepreneuriat dans quasiment tous les tiers-lieux ou c'est variable? C'est très variable. C'est très variable parce qu'en même temps, ça va amener à réfléchir sur le renouvellement du lien au travail. Les espaces de coworking, c'est aussi des endroits où on va trouver des gens qui veulent repenser leur activité professionnelle et qui veulent retrouver un environnement de travail sans lien hiérarchique. Donc on va trouver des personnes qui sont des indépendants, qui sont des acteurs complètement sortis de l'environnement de travail de l'entreprise standard et qui viennent là pour retrouver un environnement de travail qui les sort de chez eux, mais qui en même temps leur donne quelque chose de plus souple, de plus convivial, de plus sympathique, de plus agile, de moins normal que l'entreprise vraiment processée. Si vous voulez, en fait, quand on a travaillé les premières activités qu'on a faites pour BPI France sur le sujet, on a sorti un vieux truc qui existe en management de l'open innovation et en management des communautés autour de l'open source. L'image de la cathédrale et du bazar. La cathédrale, c'est la vieille organisation d'entreprise hyper processée, hyper structurée, dans laquelle si c'est pas écrit dans le manuel, c'est forcément pas très faisable. Et si on fait pas plaisir aux règles de l'organisation, ben on est quand même quelque part en parler. À l'autre extrême, on a le bazar. Le bazar, où en fait les règles, c'est justement, il n'y a pas de règles. On réinvente les règles. C'est le bottom-up qui prime, c'est l'initiative qui prime. Et là-dedans, les entrepreneurs sont très à l'aise. Les start-upers sont très à l'aise. Est-ce que vous pouvez passer la micro à Anne Fontaine qui est... Juste pour finir, la vraie question, c'est où on met le bazar par rapport à la cathédrale. Si on le met dedans, c'est le bazar en vrai, et ça, il faut l'éviter. Et si on le met trop loin, il ne sert plus à rien. Anne-Marie Fontaine, c'est un bazar ou une cathédrale, les imaginations fertiles? Ça dépend des jours, mais bonjour. C'est un peu le bazar parce qu'il faut du bazar pour qu'il y ait de la créativité, des synergies, de la convivialité, mais en même temps, ça s'est monté parce qu'il y avait une certaine structuration qui le portait aussi. Et nous, on est une entreprise, une société coopérative, et pour rebondir sur le terme de communauté, nous, ce qui est central et primordial, c'est ce concept même de communauté qui est le cœur de cet espace-là, des espaces, et pour nous qui est le cœur d'un projet de tiers-lieu. C'est qu'on travaille la communauté d'abord, les usagers, les personnes qui vont fréquenter le lieu, et c'est les personnes qui fréquentent le lieu, qui viennent dans le lieu, qui font le lieu. C'est vraiment, pour nous, ça se résume à ça, quasiment un tiers-lieu. C'est la communauté. C'est une auberge espagnole. Oui, et en même temps, une auberge espagnole qui permet à chacun d'amener sa petite part au lieu, de donner une certaine couleur et de travailler avec les autres. Et nous, on est là pour donner le cadre, entre guillemets, la vision un peu globale et de faire avancer, de faire en sorte que ça se passe bien, qui est le côté logistique, pratique, gestion du lieu, technique,
qui soient là. Donc on déleste de ce système logistique-là les entreprises ou les associations ou les porteurs de projets qui viennent fréquenter notre lieu. Et puis en même temps, on met ce liant social, cette ingénierie sociale, voilà, au service des usagers. Pourquoi avoir créé les imaginations fertiles? Enfin, c'est venu de quoi votre projet? C'est quoi la genèse du projet? L'historique du projet, c'est que, alors déjà, on est 4 entre guillemets fondatrices historiques à la base. Et moi-même, avant de me porter les imaginations fertiles, je partageais des espaces avec d'autres entrepreneurs qui travaillaient dans l'économie sociale et solidaire et le développement durable. On était déjà dans un hangar à l'époque. Et je voyais tout l'intérêt que c'était pour moi de mutualiser les coûts, de payer moins cher mon loyer. Et en même temps, entre nous, on s'échangeait voilà, nos problèmes. On était des jeunes entrepreneurs et du coup, on échangeait beaucoup entre nous. Et donc, on a voulu porter et démultiplier cette dynamique-là sur le territoire de Toulouse Métropole, avec vraiment la valeur et l'angle de départ qui était celui de l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat social, avec un espace vraiment dédié à ces entreprises-là, sur ce secteur d'activité-là. Et deux associés avec lesquels j'ai monté ce lieu sont issus de l'accompagnement d'entreprises et d'ailleurs travaillaient à l'époque dans des structures d'accompagnement à l'entreprise. Et donc, elle voyait tout l'intérêt en faisant de l'accompagnement d'entreprise et toutes les demandes des porteurs de projets, principalement des porteuses de projets d'ailleurs, qui étaient à la recherche de lieux mutualisés. Et donc, voilà, à partir de ce besoin-là, à la fois d'avoir des lieux très concrets à mutualiser, et plutôt le besoin aussi d'un lieu de réseau, de synergie, d'échange, de savoir-faire, de compétences. D'accord. Dominique, peut-être. Maintenant, votre entreprise s'appelle Relais d'entreprise, ça ne s'appelle pas tierlieu.com ou Relais Tiers-Lieu. Comment vous les appelez, vos espaces? Alors effectivement, c'est la définition du tiers-lieu est une vraie problématique. Et moi, je fais souvent le parallèle avec le secteur de l'hôtellerie. D'ailleurs, on voit ici qu'il y a un bel exemple d'un endroit où il y a un espace pour dormir avec plus ou moins de services, plus ou moins d'animation. On voit bien qu'il y a un Ibis Budget, un Club Med, on a bien un endroit pour dormir. On ne va pas s'adresser au même public. Dans les tiers-lieux et les espaces de coworking, c'est exactement la même chose. Au bout du bout, il y a bien une chaise, une table, un bureau, une machine à café. Rien de révolutionnaire. Sauf qu'on va s'adresser à un public qui va se chercher plus ou moins d'animation, plus ou moins de fonctionnalité, plus ou moins de proximité d'un espace de travail. Nous, Relais Entreprises, au-delà de l'accompagnement dans les réflexions plus globales que l'on peut faire au niveau des collectivités qui veulent ouvrir des tiers-lieux, l'enseigne Relais Entreprises, qui porte bien son nom puisque c'est Relais d'entreprise, entreprise avec un S, fait l'écho au relais de poste. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes principalement en milieu rural, puisque les relais de poste étaient le long des routes pour relier la capitale. Et nous, on a un positionnement au niveau des tiers-lieux, espaces de coworking en milieu rural, qui va s'adresser avant tout à des professionnels, des actifs, donc c'est pour ça qu'on parle de tiers-lieux d'activité. Le terme tiers-lieu se décline aujourd'hui, ce tiers-lieu d'innovation que sont les Fab Labs, les tiers-lieux d'économie sociale et solidaire, que sont aussi les Repairs Café ou les recycleries, qui sont aussi autour de l'économie sociale et solidaire, les tiers-lieux d'artistes, qui sont les ateliers, les tiers-lieux culturels, les ateliers d'artistes, et donc les tiers-lieux d'activité, coworking, et tiers-lieux pour aussi favoriser le télétravail. Nous, on a aussi un positionnement un peu particulier, c'est qu'on va à la fois avoir des entrepreneurs qui cherchent du lien, mais qui vont aussi retrouver ce lien dans les clubs d'entreprise. On a des entrepreneurs matures qui, eux, je ne dis pas que le lien ne les intéresse pas, mais ce n'est pas la fonction première qu'ils viennent chercher. Comme lorsque je suis, moi, en déplacement et que j'arrive à 23h, minuit, dans une zone industrielle et que je cherche un endroit pour dormir, je vais chercher la fonction binaire, endroit pour dormir. Et s'il n'y a pas la piscine ou s'il n'y a pas un endroit même où je peux travailler, c'est pas grave parce que je vais y rester que 5-6 heures, le temps de repartir le lendemain matin. Et donc on a des utilisateurs d'espaces tiers-lieux coworking qui vont chercher la fonctionnalité de la flexibilité d'usage. Cette thématique, faut savoir aussi qu'elle fait écho à une autre thématique que l'on observe, qui est l'économie de la fonctionnalité. Aujourd'hui, on veut payer au plus juste de l'usage que l'on fait d'un bien. Et donc les bureaux n'échappent pas à cette règle. Si on a besoin d'un bureau un jour par semaine, on veut pouvoir le louer un jour par semaine. Et pas 2 jours, ni toute la semaine, et surtout pas en contrat de bail 3-6-9. Et on a beaucoup d'entrepreneurs comme ça, matures, qui ne sont pas en recherche de liens, ni en recherche d'accompagnement,
il y en a qui, bien sûr qui le sont, et qui vont chercher eux, la flexibilité d'usage. Et c'est pour ça que tous les lieux ont une difficulté à pouvoir se mettre dans une case, et il faut arrêter de parler des lieux, mais parler plutôt des problématiques auxquelles on s'attaque. Et nous, quand on essaie de nous mettre dans des cases de réseaux de tiers-lieux, on voit même au niveau de la région Occitanie, on nous a fait une réunion, on y était d'ailleurs tous ensemble, à Narbonne, tous les lieux labellisés donc au niveau de la région Occitanie, qui est une région très dynamique. Mais pourquoi elle est très dynamique? Parce qu'on met dans le même panier du Fab Lab, de les tiers-lieux urbains, rural, portés par l'association, du privé, de la collectivité, et à un moment on se dit, ben maintenant, mettez-vous d'accord, faites votre site internet. Ben, on n'a rien à faire en commun. Enfin, par contre, quand on se retrouve dans des réunions comme Commute, portée par Toulouse Métropole, où là on nous dit il faut résoudre la problématique des déplacements pendulaires et de la saturation des rocades, il y a plus de synergie avec un opérateur de covoiturage, d'autopartage, de vélo, et un opérateur comme nous qui fédérons des tiers-lieux qui ont leur propre identité. Mais quand il s'agit de parler de non-mobilité et de télétravail, c'est difficile avec un nom qui souvent sont des noms qui montrent une sorte de disruption, de mode un peu décalé, parce qu'on a les imaginations, j'arrive pas en plus, les imaginations c'est pas si facile. Les IF, mais vous avez la mutinerie qui est très connue, vous avez le Canap, la cafetière, tous des noms. À Toulouse, il y a un espace qui me fait sourire à chaque fois quand j'évoque les noms, qui est celui qui a ouvert à Lanta, au sud de Toulouse, puisqu'ils l'ont appelé le Co-Lanta. Donc il fallait le faire, mais ils l'ont fait. Mais quand vous êtes salarié de chez Airbus et que vous êtes autorisé à faire du télétravail, je ne suis pas sûr que votre manager accepte que vous ayez 2 jours au Koh-Lanta. Eh ben oui. Donc, peut-être, merci Dominique. Lilian, donc vous avez créé un réseau de tiers-lieux, c'est comme ça que vous les appelez. Est-ce qu'un jour le patron de la chambre de commerce est venu vous voir en disant Lilian, tu sais pas quoi faire, je vois bien que tu t'ennuies. Tu pourrais pas animer un réseau de tiers-lieux sur le Tarn? C'est comme ça que ça s'est passé? Ça s'est pas du tout passé comme ça. Comme beaucoup de choses dans la vie, il y a des choses qui arrivent par le plus grand des hasards. Et en fait, un jour, on a une entreprise du territoire qui est venue nous voir en nous disant, voilà, moi j'ai un espace de coworking au sein de mon entreprise. Comment la CCI peut m'accompagner, ainsi de suite, parce que j'ai pas trop de visibilité, j'ai ce problème-là. Bon, je dis très bien. Je m'étais jamais vraiment penché sur le phénomène. Et mon premier réflexe, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'il y a finalement dans le département? Et j'ai commencé à recenser. Et on est tombé très très rapidement sur 6 autres tiers-lieux. Alors j'ai fait une petite réunion, j'ai mis tout le monde autour de la table. Il y avait des collectivités, des entreprises, des associations, des SIC. Et ils ont commencé à parler entre eux. Ils n'avaient pas la même conception du tiers-lieu. Ça, par contre, c'est côté qui était très très important. Ce que disait Dominique, ils ne mettaient pas les mêmes mots derrière. Il n'y a que des ovnis finalement. Oui, la même chose. Ce qui est assez important, c'est que finalement, chaque tiers-lieu a son identité parce qu'on a mis en place un fonctionnement qui est spécifique, très souvent, et on y apporte quelque chose. Mais par contre, ils se sont retrouvés plein de problématiques en commun. Des problématiques de communication, des problématiques de comment tu fais ça, comment tu gères telle chose. Et pour une réunion qui devait durer 1 heure, elle en a duré 3. Et au final, ils m'ont dit, c'est super, c'est génial de nous avoir réunis, on a plein de choses à faire ensemble, et est-ce que la CCI ne veut pas nous accompagner et finalement coordonner tout ça? Alors c'est moi qui suis allé voir mon président, en lui disant, on a cette demande-là, donc j'ai fait une note au bureau de la CCI, mon directeur général en voir lui-même, ils n'ont rien compris, il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles leur expliquer. Et donc je suis allé leur expliquer, et nous, ce qui a été très important à mettre en avant, c'était le maillage du territoire. C'est un élément qui était très important, parce que sur un territoire rural comme le nôtre, ça semblait évident de pouvoir mettre en place une cartographie, un maillage du territoire, et d'avoir la CCI qui ait son rôle là-dedans, pour pouvoir faire la promotion de ce territoire, faire en sorte que tous ces acteurs discutent les uns avec les autres, et finalement d'offrir un outil à disposition des entreprises qui veulent se créer, et des télétravailleurs. Intéressant ce que vous dites, c'est que ce qu'on comprend, et peut-être que David William pourra compléter, est-ce que systématiquement, quand on parle de ces nouveaux lieux, il y a un lien au territoire fort? Est-ce qu'il y a un lien avec le développement territorial finalement? Oui, toujours. Il y a de toute façon systématiquement un lieu avec le territoire,
et un lieu avec l'espace. Parce que l'espace et le territoire vont apporter quelque chose de très fort au niveau de l'image, et le lieu lui-même est un totem. Et ce lieu, ce n'est pas une verrue sur un territoire, c'est quelque chose qui s'imbrique avec tout un réseau de ressources, un réseau de relations, un maillage avec des compétences, un maillage avec des activités très concrètes. On ne peut pas imaginer le lieu hors de son territoire. En revanche, il y a un point qui est fondamental, c'est que ce genre de lieu, ça se manage. Il y a toute une série de fantasmes à une époque, quand on a commencé à parler sur les tiers-lieux, en disant les tiers-lieux, c'est quelque chose qui se fait un petit peu la fleur au fusil, on y va parce que globalement c'est gentil, la communauté va se gérer toute seule, les activités vont se mettre en place toutes seules. C'est pas vrai. Il y a des vraies compétences managériales indispensables pour animer le tiers-lieu, il y a des vraies compétences pour entrer dans chacune des fonctions qui vont être le tiers-lieu, que ce soit de la créativité, que ce soit de l'animation de communauté, que ce soit de l'animation événementielle, que ce soit des événements ciblés innovation ou ciblés entrepreneuriat. Tous ces éléments-là, c'est fondamental, ils se managent, il faut des vraies compétences. Alors évidemment, quand vous prenez les choses au pif dans les différents réseaux, on va vous dire, en créativité, tout le monde va vous citer 2-3 trucs. Si vous êtes très très proche de certains réseaux parisiens, on va vous parler de la méthode CK. Si vous regardez les trucs à la mode, on va parler du design thinking. Mais la réalité, c'est que des méthodes de créativité, il y en a 120. Et que chacune va être adaptée à certains types de projets. Quand on rentre dans le travail de prototypage, il y a des outils, des machines, des process. Donc on a vraiment ici besoin de compétences managériales. Et ces compétences managériales, pour que ça fonctionne efficacement, elles sont forcément imbriquées avec un territoire et avec un ensemble de ressources. Alors je voyais Anne-Marie qui acquiesçait à vos propos sur le fait que ça ne se fait pas tout seul, hein, n'est-ce pas? C'est quoi les compétences pour créer, animer, faire fonctionner un... Je ne sais plus comment les appeler maintenant, ces nouveaux espaces, ces tiers-lieux. C'est quoi les compétences? Est-ce que vous les aviez déjà? Est-ce que vous les avez acquises en créant votre business un peu de manière effectuelle en quelque sorte? Vous avez combien d'heures là? Parce que si vous voulez que je raconte... Non, mais, on a toute la journée. Hein. En gros, ça dépend, mais c'est vraiment pour dire, ça dépend de quel type de lieu. Non, mais on parle du vôtre, on parle des imaginations fertiles. Je l'ai bien dit cette fois-ci. Une fois qu'on est chaud. Pour les imaginations fertiles, c'est quoi les compétences? Et puis il y a une deuxième question qui va derrière. On a vu que vous étiez 6 salariés. C'est déjà une TPE, hein. C'est ça, 6 permanents? 7 permanents. 7, ben, d'accord, il y a une embauche dans la minute là. Et ben, on arrive à payer tous ces gens là dans un tiers-lieu, le modèle économique le permet? Alors oui, alors ça c'est le point central hein, quand même, l'argent, le nerf de la guerre, on va dire ça comme ça. Donc nous au départ, quand on a monté le projet, on avait déjà toute la communauté parce qu'on a monté une association de préfiguration, donc on avait une 60aine de personnes, associations, entrepreneurs, artisans, parce que voilà, pour revenir un petit peu aussi sur la définition des tiers-lieux, pour nous c'est une communauté, une mixité d'espaces. Donc ça veut dire que c'est pas forcément que des bureaux, ça peut être des espaces de production, ça peut être on a un jardin partagé, ça peut être des espaces événementiels, des salles de réunion, des salles de formation. Et puis c'est une mixité d'espaces, une mixité d'usages et de typologies de communautés qui viennent. Ça nous intéresse pas de siloter, d'avoir juste une seule typologie de personnes qui viennent fréquenter notre lieu. Ce qui nous intéresse, c'est de décloisonner, d'avoir des savoir-faire, des compétences, des métiers vraiment qui se croisent, qui on ne voit pas l'intérêt forcément au démarrage, d'avoir à la fois un artisan qui travaille le bois, ou là actuellement on a un bijoutier installé chez nous, et dans l'espace pas très loin, à côté, d'avoir un cabinet d'experts comptables où ils sont 4 qui travaillent à temps plein, quelqu'un spécialiste de la méthode agile, ou des ingénieurs aussi qui font du dessin mécanique. Et pourtant, on a tous ces métiers-là qui se regroupent dans l'espace et qui se retrouvent autour à la fois de services mutualisés, mais aussi d'intérêts communs, de valeurs, d'envie de partager des temps communs, d'échange et de faire évoluer leur activité. Et donc les compétences, alors, que vous avez pu acquérir. Ouais. Et donc, dans les compétences, c'est vraiment la gestion de projet, la coordination, faire du lien, la communication, l'événementiel, l'organisation événementielle, beaucoup la gestion, faut pas sous-estimer la gestion, c'est quand même la gestion immobilière, donc la gestion d'un espace, d'un lieu physique, ça prend énormément de temps et nous au départ on l'avait pas forcément anticipé ça, mais c'est vraiment central, le côté changer les ampoules, réparer un tel, brancher le vidéoproche, le wifi qui marche une fois sur deux, enfin ce genre de choses. Voilà, toutes ces compétences là de régisseur, de technique, ça c'est très très central, du commercial, du juridique pour gérer des conventions, des contrats, il y a un peu de tout. Et puis petit à petit,
Nous, notre modèle économique, il s'est fait autour de nos compétences, de nos envies. Donc on est une équipe très diversifiée, pluridisciplinaire. On a des designers de services intégrés dans notre équipe. On a des personnes qui font de l'accompagnement de porteurs de projets, comme je l'ai dit avant. Et du coup, on a créé l'entreprise qui était un peu à notre image en fonction de nos envies, de ce qu'on avait envie de développer et qu'on pensait et qu'on trouve qui fait sens avec le format tiers-lieu, c'est-à-dire on est en lien avec notre territoire, c'est-à-dire on est en lien avec les collectivités territoriales sur lesquelles on a implanté. Actuellement, on anime le laboratoire des usages pour le compte de Toulouse Métropole. C'est-à-dire qu'avec des méthodologies de design thinking, on est sur de la co-conception avec le citoyen et les agents de développement local pour faire les services publics sur le territoire. Mais parce qu'en tant que tiers-lieu, effectivement, on est aussi un outil de ce réseau-là, de ce système-là, de développer des services. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas que de la location de bureau, il y a aussi d'autres prestations. Oui, aujourd'hui, la location de bureau, c'est un tiers de notre activité. Ok. Dominique, vous qui accompagnez la mise en place d'espaces, si j'ai bien compris, quels sont comment vous procédez en gros comment ça se passe quand vous êtes sollicité pour créer un espace de cette nature? C'est quoi les prestations que vous proposez? Les grandes étapes, ça a déjà été évoqué. C'est de s'assurer déjà qu'il n'y ait pas déjà des projets sur le territoire et qui ne sont pas forcément identifiés. Ou si ces projets existent, de savoir quelle est la nature du service et donc de la proposition qui est faite. Pour quel public et selon quel modèle économique. Donc ça va être un point important. Alors il y a énormément aujourd'hui de plateformes qui recensent des services. Il y en a une qui s'appelle Anzel qui a aspiré toutes les plateformes qui existaient au niveau France. On a quelque chose d'assez exhaustif aujourd'hui en matière de recensement des tiers-lieux. Donc c'est une bonne base. Ensuite, on va surtout nous regarder quel est le potentiel par rapport aux différents publics que l'on va cibler. Est-ce qu'il y a un public d'entrepreneurs en recherche de liens et en recherche de lieux pour exercer leur activité? On va les recenser de plusieurs façons. À la fois, justement, en impliquant les acteurs de l'accompagnement à la création d'entreprises sur les territoires, qu'on va réunir, et ils sont souvent nombreux, sans qu'on sache vraiment qui fait quoi aussi souvent sur un territoire, entre les réseaux consulaires, les BGE, les clubs d'entreprises, parce que les clubs d'entreprises sont des interlocuteurs importants sur les territoires ruraux, et nous qui sommes sur un territoire rural à 45 km de Toulouse, entreprise en développement avec une quinzaine de collaborateurs, nous ne sommes accompagnés par aucune structure. Ce qui fait que Relais Entreprise, SAS privé, qui se développe par ses fonds propres, n'a eu aucun euro de subvention parce que nous n'avons été accompagnés par aucune structure. Nous n'avons pas d'incubateur, pas de CCI qui viennent dans le territoire rural sur la Haute-Garonne. Donc, ce qui fait que nous, on a créé, la même année où j'ai créé le Relais Entreprise, le premier, puisqu'avant de démarrer l'accompagnement à la création d'autres tiers-lieux, j'ai ouvert moi mon propre tiers-lieu, j'ai créé le club des entrepreneurs du Sud toulousain. Et donc je vois bien la porosité qui existe entre des lieux physiques et la dynamique d'entrepreneurs regroupés autour d'une association. De réseau, quoi. Le réseau. Donc ça, nous, on va regarder sur chaque territoire si ce réseau est déjà bien calé. Ensuite, on va interroger la population, parce que c'est la population et c'est les futurs utilisateurs qui feront aussi le succès de ce lieu. Donc on va faire une enquête auprès de la population pour voir si ça les intéresse, ce genre d'initiative, tiers-lieu, coworking. Et ce qui est incroyable, c'est que généralement, quand on fait une enquête sur un territoire, on a 50% des répondants qui laissent leurs coordonnées. Donc ça nous donne une base de départ de personnes que l'on va inviter dans des réunions dites de co-construction pour que justement on puisse voir si c'est plutôt un lieu ouvert ou plutôt des lieux fermés. Est-ce que ça sera plutôt des lieux d'échange ou des lieux de travail? On est très vigilants, nous, sur le fait de pouvoir apporter une réponse qui colle aux aspirations du territoire. Et ensuite, va se poser la question du lieu. Et vous voyez que le lieu arrive après avoir identifié le potentiel et l'expression des besoins. Et là, la question du modèle économique sera au cœur de notre réflexion et de notre point de vigilance. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est un sujet à la mode et il y a pléthore de subventions pour effectivement accompagner... Sur l'immobilier. Sur l'immobilier, il y a pléthore de subventions. Et là, le 17 juin, le gouvernement va annoncer la déclinaison opérationnelle des 110 millions qu'ils vont mobiliser pour l'émergence d'espaces tiers-lieux coworking. Les départements commencent à s'y intéresser. La Haute-Garonne a mis en place une enveloppe pour accompagner à la fois l'investissement, mais aussi l'exploitation
des tiers-lieux. Bon, l'ADEME s'y intéresse pour plusieurs raisons, la Caisse des dépôts sur la revitalisation des bourgs-centres, donc il y a effectivement de l'argent. Et l'immobilier, par contre, il faut effectivement s'y intéresser et surtout s'intéresser de comment cet immobilier va être géré, animé. Et nous, on a créé une chaîne de valeur qui fait bien la part des choses entre la communication, faire connaître le lieu et les différents services qui seront proposés dans le lieu, la commercialisation, qui est encore différente de la communication, c'est qui va répondre au téléphone, qui va faire visiter le lieu, qui va parler tarifs, qui va préparer les contrats. Ça, c'est la commercialisation. La conciergerie, la gestion, l'intendance du lieu, qui va remplacer l'ampoule, qui va ouvrir les portes, s'assurer que les fenêtres ne sont pas restées ouvertes le vendredi soir avec la lumière allumée et le chauffage à fond. Tous les gestionnaires de tiers-lieux sont obligés de faire le tour pour voir si effectivement la cuisine, s'il n'y a pas une assiette de fromage dans un frigo qui reste tout le week-end, parce que ça on l'a vécu aussi. Encore, c'était pas dans le frigo, c'était dans le tiroir d'un bureau, c'était pire. Sur un bureau partagé, Donc ça, on était très contents le lundi matin. Donc voilà, mais c'est ça c'est la gestion du lieu, la conciergerie. Mais la gestion du lieu, c'est pas l'animation du lieu. L'animation du lieu, est-ce qu'il faut un animateur sur le lieu? Ça, c'est le grand débat. Est-ce que ce sont des ours ou des marmottes qui viennent dans les bureaux? Ce sont des humains qui, autour de la machine à café, vont parler, vont causer. Effectivement, de temps en temps, il faut peut-être donner la petite impulsion si M. Dupont oublie de dire bonjour à M. Durand, ou parce que le lieu, et c'est pour ça que le lieu est important, que le lieu soit pensé pour favoriser la rencontre et l'échange. Un peu comme je l'explique, moi souvent ces tiers-lieux sont les lavoirs numériques des temps modernes. C'est-à-dire qu'avant, pour créer du lien social, on n'avait pas Facebook, c'est très macho ce que je vais dire, mais on allait au lavoir, laver le linge et on savait tout ce qui se passait dans le village. Donc c'était ça le lieu de convergence de l'information. C'est très macho ce que je viens de dire, je sais. Mais bon, c'était... D'ailleurs, voilà. Et le bar, oui c'est vrai, j'aurais pu dire le bar, mais il y avait les deux. On laissera... Du coup, comme punition, vous allez passer le micro à Lilian. Mais donc, non, tout ça pour dire que... Un dernier mot, alors. Voilà, l'animation, non mais... Parce que derrière cette notion d'animation et des notions de lieu, reste la question du modèle économique. Donc, de savoir qui paye quoi. Et moi, souvent, quand je vois des projets, des gestionnaires de tiers-lieux qui veulent se payer sur une telle initiative, je dis, attendez, déjà, quand vous aurez payé votre immobilier, vous pourrez déjà dire que vous êtes en train de capitaliser sur la valeur de votre bien immobilier. De là à dégager en plus une rémunération, c'est-à-dire qu'il faut dégager une marge sur chaque mètre carré pour justifier le fait que vous soyez là pour gérer le lieu. Encore faut-il que les personnes qui viennent dans le lieu soient prêtes à payer le loyer que vous allez leur demander pour payer à la fois l'amortissement de l'immobilier, les travaux, les charges d'exploitation et en même temps le temps que vous allez y consacrer. Donc c'est pour ça que la notion d'animation, si elle est subventionnée, c'est très bien. Si elle est bénévole, c'est très bien. Si elle devient dans une logique marchande, encore faut-il que ceux qui l'utilisent soient prêts à payer. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc Lilian, merci pour cette présentation très complète. Vous disiez tout à l'heure, finalement, quand vous avez réuni les espaces une première fois, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des problématiques communes. Quelles sont-elles? Des problématiques qui tournent sur le fonctionnement, l'animation, la rentabilité. C'est pas très original ce que je dis, hein, mais aujourd'hui on en est là. Et du coup, en quoi, parce que le fait de les réunir et de faire en sorte qu'ils se posent les bonnes questions, on comprend leur intérêt, mais en quoi finalement le fait de mettre en place dans la durée un réseau animé par les chambres de commerce apporte une plus-value dans la durée auprès de l'ensemble de ces espaces? Il y a plusieurs éléments. Le premier était de se dire, moi j'ai une visibilité que sur mon micro-territoire. Comment je fais à avoir la visibilité sur un cran au-dessus, qui est la visibilité sur un département, et peut-être avoir une visibilité ailleurs. Donc on est un peu dans un jeu de... Comment se faire connaître, quoi. Comment être plus visible. C'était et finalement, comment je fais augmenter ma zone de chalandise. On en est là, si on parle vraiment d'un commerce ou d'une activité, on en est là, c'est comment je fais augmenter ma zone de chalandise. Le deuxième point, c'est comment je fais à mutualiser certaines compétences ou certains achats avec d'autres pour que j'ai le moins de charges possible et que je sois le plus rentable. Et l'autre point sur lequel on a travaillé, qui était un élément de se dire, aujourd'hui, le coworker, le télétravailleur, ce que vous voulez, on est tous partis d'un principe qui ne nous appartenait pas. Donc il fallait faciliter son déplacement.
Et donc, un sujet qui a été compliqué à mettre en œuvre, ça a été l'uniformisation du prix sur tous les tiers-lieux, pour qu'on puisse avoir une offre globale sur les départements. Et de se dire, voilà, une journée de coworking ou une journée dans le tiers-lieu, elle coûte tant. Et finalement, tout le monde a suivi, parce que justement, ils étaient dans une logique d'investir sur l'avenir et pas de rentabilité immédiate. Ça, c'est un élément qui est important. Et ça nous a permis de mettre en place des notions de carte où finalement l'utilisateur pouvait consommer ses journées dans n'importe quel tiers-lieu du réseau. Parce que pour plein de bonnes ou mauvaises raisons, il avait besoin d'être à Mazamet ce jour-là. Il y a une tiers-lieu à Mazamet, je vais à Mazamet. Donc c'était ce côté de favoriser l'échange. Et on s'est rendu compte que là où l'échange est le plus fort, c'est dans une même ville. Si on a 2 tiers-lieux dans une même ville, et bien finalement, les gens tournent parce que ça leur permet d'aller voir ce qui se passe, parce que là, il y a un événement ce jour-là à tel endroit, ben ça m'intéresse, je vais aller dans celui-là plutôt que dans l'autre, et la prochaine fois, je veux être au calme pour travailler, par contre, je vais aller celui-là. Donc on est bien sûr quel usage, à quel moment. Donc il n'y a pas de concurrence entre les tiers-lieux du terme. Non, finalement, ils se sont rendus compte qu'au contraire, c'était stimulant et complémentaire. Ok. Juste avant, je vais passer la parole à David, mais préparez peut-être si vous avez 2-3 questions sur la thématique qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire ce sont quoi ces tiers-lieux, comment ils fonctionnent. Préparez-vous, donc j'ai déjà noté 2-3 personnes qui veulent intervenir. David, sur les modèles économiques. Sur le modèle économique, ouais, vous qui avez un regard assez large à travers les études que vous avez faites, voilà, comment ils vivent ces tiers-lieux? Effectivement, est-ce qu'ils ont du mal à financer l'animation? En fait, on a commencé à travailler sur ce sujet il y a à peu près 5 ou 6 ans en arrière, au moment où précisément il y a eu une extinction de certains types de subventions, et on a vu arriver de façon quasi automatique en fait un passage de statut associatif à un passage de statut de société commerciale, avec ou sans le label EDU, ce qui arrive très régulièrement aussi par-dessus. Mais justement, en fait, le point de départ, c'est quand même que au départ, il y avait une volonté de financer de l'innovation, de financer des activités de créativité, mais quasiment toutes ces activités-là étaient financées sur une base de subvention pour mettre en place les équipements qui allaient avec le prototypage, etc. etc. Progressivement, en fait, quand on rentre dans l'analyse d'une société commerciale ou d'une société coopérative, on arrive à un modèle économique qui impose de façon quasi automatique d'avoir toute une multiplicité de services. Donc on n'a plus du tout, en fait, aujourd'hui, dans les tiers-lieux sur lesquels on travaille, on n'a plus du tout, en fait, d'offres monoservices comme on pouvait le voir il y a 6 ou 8 ans en arrière. Et en revanche, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le tiers-lieu, c'est au service de la nouvelle économie, de la nouvelle organisation de l'économie, mais c'est un modèle économique de la vieille économie. C'est un modèle économique qui est basé sur des infrastructures, sur des investissements, sur une saturation des taux d'occupation, sur une saturation des taux d'activité quand on a des machines, etc. etc. Et ces éléments-là, ça suppose donc en fait de piloter un certain nombre d'activités en parallèle qui vont être toutes plus ou moins rémunératrices et qui vont devoir s'adapter en fait à une demande locale. C'est pour ça en fait que l'ancrage sur le territoire qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, c'est quelque chose d'important, parce que par rapport à la concurrence, par rapport à l'offre de services qui peut exister, on va retrouver en fait un besoin d'avoir différents services en parallèle qui vont être capables au final de fabriquer un chiffre d'affaires. Sincèrement, on suit quasiment dans la durée une 60aine de tiers-lieux dans toute la France avec des missions très différentes, avec des activités qui sont sur des petites échelles et d'autres qui sont sur des grosses échelles. Pour vous donner quand même un ordre de grandeur, quand on travaille sur The Corner qui est à Brest, on est sur des intakes de l'ordre de 5 ou 6 startups par période de 6 mois. Quand on est sur Aura Technologies à Lille, qui a été porté par la métropole, on est sur plusieurs intakes de 120 à 150 startups par an qui sont accompagnés depuis la pré-incubation jusqu'à l'accélération. Donc on n'est pas dans les mêmes facteurs d'échelle. Évidemment, ce n'est pas comparable. En revanche, c'est toujours un modèle économique de la vieille économie, avec en permanence derrière le besoin de calibrer le volume de personnel qu'on va utiliser pour faire l'animation. Évidemment, derrière, on va essayer de vendre une partie de l'animation à un certain nombre de partenaires. On va avoir le même type de raisonnement autour des postes de coworking. Et malheureusement, ce qu'on a vu arriver très régulièrement, c'est que quand on ne savait pas quoi faire d'autre, la seule solution pour rentabiliser les frais fixes, pour couvrir les frais fixes, c'était de vendre des postes de travail, même si ça n'avait rien à voir avec l'activité principale qu'on rêvait de mettre en place. Et ces éléments-là, progressivement, ça amène aujourd'hui à une situation où chacun des tiers-lieux construit progressivement sa marque, construit progressivement une offre de service cohérente,
et arrive à mettre en ligne les rémunérations, le chiffre d'affaires avec ce qui est le cœur d'activité. Mais quand on le voit arriver, c'est un exploit, parce qu'en réalité, c'est rare. Et de temps en temps, je ne veux pas dire tout le temps, mais de temps en temps, on voit vraiment des tiers-lieux qui ont réussi à mettre en ligne leur rémunération avec ce qu'ils veulent faire vraiment en matière de créativité, d'accompagnement. Avec Mais avec le 9 cas sur 10, il y a un décalage de centre de gravité. Et ça pose un vrai problème. Merci, vous n'avez pas fini de parler, rassurez-vous. Donc il y a quelques questions. Monsieur, vous voulez intervenir? Je suis pas sûr que le micro est jusqu'à vous. C'est pas grave, j'essaie de durer. Présentez-vous bien. Alors, Stéphane Ferrin, donc, je travaille à la CCI Hauts-de-Seine. Ma question porte peut-être sur justement l'apparition de ces lieux dans un contexte très, très urbain, et de voir justement votre regard là-dessus, où de mon point de vue, la concurrence est quand même forte entre elles, notamment peut-être sur certaines postes. Puis deuxième question, quel est votre regard sur l'arrivée de gros, entre guillemets, opérateurs dans le secteur? Enfin voilà, vous connaissez les noms comme moi. Voilà mes deux questions. Donc 2 questions de la CCI des Hauts-de-Seine, c'est ça? C'est ça. Voilà, le premier sur les tiers-lieux en milieu urbain, quelle spécificité, quelle particularité, et deuxième question sur finalement les grands groupes, les gros opérateurs qui finalement développent ce type d'outils aujourd'hui. Qui veut intervenir? Ah. Non, mais Anne-Marie, vous avez la priorité. Non, je peux juste faire un témoignage retour d'expérience, parce que nous, quand on a ouvert en 2012, il y avait 2 espaces de coworking à Toulouse. On était le 3e, ou même le 2e, je ne sais plus. Et aujourd'hui, on a 25, tous centrés autour de la place du Capitole, plus ou moins, dans un rayon de 100 mètres. Et nous, on est de l'autre côté de la Garonne, Saint-Cyprien, mais on n'est pas tout à fait l'hypercentre, enfin on est le centre-ville, mais un petit peu excentré. Et bientôt, on prépare notre relocalisation en quartier politique de la ville sur le Mirail. Donc on va s'excentrer entre guillemets. Mais donc effectivement, au départ, puis nous, on est une société coopérative d'intérêt collectif, dans l'entrepreneuriat social, donc on est les petits, enfin voilà, on est vraiment dans un secteur assez une niche. Donc voilà, mais pour l'instant, on en parlait ce midi, justement, on trouve que ça crée de l'émulation et on a la demande qui n'a absolument pas baissé malgré l'augmentation exponentielle du nombre de postes de travail offerts dans différents sites, espaces de coworking. Et on a, nous aussi, une carte qui permet à certains coworkers nomades, parce qu'on a différentes typologies d'usagers tiers-lieux, on a les résidents, les nomades illimités, enfin bref, on en a toute une palette. Et on a aussi une carte qui permet de naviguer sur différents espaces de coworking dans Toulouse. Et en fait, les nomades ne sont pas si nomades que ça chez nous. Ils aiment bien parce que c'est très géolocalisé. Donc, ils viennent dans un tiers-lieu dans un espace de coworking, parce que c'est proche de chez eux. Effectivement, certains événements ou certaines réunions les poussent à aller ailleurs, mais globalement, sur du travail au quotidien, ils restent dans leur zone de quartier, zone de chalandise. Et l'arrivée des gros... en fait, c'est ça l'intérêt de travailler toute sa communauté, tout le travail de fond qu'on fait au quotidien, l'accompagnement, l'animation, parce que pour moi c'est essentiel. Il ne suffit pas de mettre la machine à café, il faut de l'humain, des personnes qui soient des personnes référentes, enfin voilà, des visages, que ce soit des coworkers ou des personnes gestionnaires du lieu, mais ça peut être aussi des usagers du lieu qui peuvent jouer ce rôle. Et l'animation peut être aussi partagée avec les résidents, les usagers du lieu. C'est pas forcément lié à la personne gestionnaire du lieu de tout faire dans un tiers-lieu, justement, au contraire même. Et donc, pour moi, les gros vont arriver avec une autre offre qui est pas celle, un autre usage qui est pas celle que nous on propose. Donc, c'est pas exactement sur le même positionnement selon moi. David, peut-être sur les gros opérateurs. Ce sont qui? C'est le groupe Accor? Non, pas. Enfin, si, il y a les vieux, j'ai failli dire à l'ancienne, il y a Regus, je veux dire, qui est déjà sur ce segment-là. Aujourd'hui, il y a WeWork, qui est un acteur mondial majeur. Alors, pour que vous ayez un ordre de grandeur, on est sur des tarifs qui sont à moins de 100 € par mois par poste de travail en total libre. Donc, on est sur des tarifs qui sont ridicules. Il faut être réaliste, on est sur des tarifs qui sont vraiment dérisoires. La réalité, c'est que ce qu'on a évoqué au niveau de l'image, au niveau de l'âme, au niveau de la mission du lieu, au niveau de l'offre de service du lieu, c'est ce qui permet de faire la différence.
Quand on regarde au niveau de la région parisienne, les premiers travaux qu'on avait faits, ils étaient réellement sur la région parisienne. On voyait une adéquation avec ce qu'on appelle dans le jargon des politiques publiques locales l'arc francilien de l'innovation. Qu'est-ce que c'est l'arc francilien de l'innovation? C'est tous les endroits où il y a des friches industrielles qui ont servi à faire des espaces partagés qui étaient plus ou moins liés à la créativité ou à l'innovation. Mais en réalité, au départ, les espaces partagés s'installaient dans des friches industrielles où l'immobilier coûtait rien. Et progressivement, ce qu'on a vu arriver, c'est des choses qui se spécialisent avec des services qui sont vraiment typés. Et ces services typés sont ou bien dans vraiment de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, de l'accompagnement à l'innovation, ou alors beaucoup de prototypage. Et en région parisienne, ce qu'on voit arriver aujourd'hui, c'est vraiment une spécialisation par mission des tiers-lieux. Et si on rentre dans une mission qui est vraiment efficace, à ce moment-là, il est facile de trouver sa place. En revanche, on est quand même dans un endroit... à l'échelle, la dernière fois qu'on avait travaillé avec l'APUR, qui est l'agence qui a fait des évaluations, qui est du chiffrage en région parisienne, la dernière fois qu'on a été en évaluation, on en avait plus de 850 de tous les statuts et types différents. En revanche, c'est l'auberge espagnole, on voit de tout. C'est-à-dire que la taxonomie qui est derrière va mettre à équivalent pratiquement station F avec la ruche. La ruche, dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui est en version... vraiment court terme mise à disposition d'un certain nombre de coworkers, ça n'a rien à voir avec l'efficacité du modèle économique bien subventionné de façon indirecte au niveau immobilier de Station F. En revanche, si on regarde au sens strict le coût du poste de travail, paradoxalement c'est le même. Et l'environnement de travail, en revanche, lui, va être vraiment différent avec des services très différents. Et c'est probablement sur les services qu'il y a de la place à faire. Parce que si on va choisir les bons services, le bon accompagnement, le bon type d'organisation de l'activité, le bon type de soutien managérial, on revient sur ce qu'on a évoqué, un tiers-lieu, ça se manage. Quelle est la nature du service apporté par ceux qui managent le tiers-lieu? C'est là qu'on fait la différence et c'est là qu'on peut trouver sa place. Une autre question? Je voulais quand même repréciser parce qu'on voit bien que dans notre débat, on est en train d'élargir le débat à toute forme de tiers-lieux et on voit bien que là on parle d'incubateurs de start-up. C'est encore autre chose. C'est vrai que beaucoup d'espaces de coworking, pour justement dégager une rémunération supplémentaire, et ça c'est une vraie menace quelque part par rapport à l'écosystème de l'accompagnement à la création d'entreprise, c'est qu'ils se sont invités dans le débat de l'accompagnement à la création d'entreprise pour avoir des prestations supplémentaires. Donc, et on a des espaces de coworking qui sont devenus des incubateurs. Alors, soit en le faisant par eux-mêmes, soit en invitant des acteurs de l'accompagnement à la création d'entreprise à venir, qui est un des sujets qu'on va aborder au niveau de la table ronde. Et après, vous parlez des nouveaux opérateurs, les gros opérateurs. On n'est pas sur le même registre. On est sur l'économie de l'externalisation de la gestion immobilière. WeWork, je les connais très très bien sur Paris, et aujourd'hui, ils font quoi? Ils prennent la location pour le compte d'entreprises qui ne veulent plus gérer eux-mêmes leur poste de travail. Et un poste de travail chez WeWork, en permanent, ça vaut 680 € par mois, par poste de travail. Donc, mais pour des plateaux, et aujourd'hui, on voit de WeWork le rez-de-chaussée, qui est le côté un peu face visible du coworking, avec l'effervescence, on vient avec son chien, on a le café, le rosé du village à volonté, c'est le côté sympa. Mais tous les étages, boulevard Lafayette, ce sont des plateaux entiers loués par des IBM qui ont lâché la défense, qui leur coûte, un poste de travail à défense coûte entre 12 et 15 000 € par an par collaborateur, pour avoir des bureaux occupés à 50% du temps. Et donc ces grandes entreprises sont rentrées dans l'ère du flex office, donc de trouver des lieux avec une flexibilité d'usage, et soit ils le gèrent par eux-mêmes avec un nouveau métier, qui est celui qui consiste à gérer des lieux à un espace dynamique, où ils le confient à des tiers. Et c'est le modèle de WeWork qui est en train d'ailleurs d'évoluer. Ils sont en train, parce que leur modèle économique est en train d'être mis à mal, et ils sont en train de faire la même chose avec la gestion d'appartements externalisés. Il y aura un droit de réponse pour David, mais juste j'aimerais que monsieur pose sa question. On va voir les deux questions, peut-être que... Mais vous pourrez répondre bien sûr à Dominique. Monsieur, et puis ensuite monsieur, vous vous présentez, vous donnez votre question. Non, c'est bon, c'est bon. Bon, je vais essayer de hurler, comme disait votre collègue tout à l'heure. Je suis Frédéric Do, je gère une coopérative d'entreprise. Et j'ai une question un petit peu peut-être provocante. J'ai quand même la sensation, en voyant des expériences, en vous écoutant, que je ne sais pas si on n'a pas mis les noms avant les choses. Moi, je suis très sensible à ce que
disait M. de Haute-Garonne, excusez-moi, j'ai pas noté les noms. C'est-à-dire qu'on répond surtout à des fonctions. Je voudrais témoigner de ce qu'on fait. Donc, nous, notre métier, c'est de la mutualisation juridique. Nous accompagnons des entrepreneurs qui viennent, on a un statut qui est un statut commun. Ça s'est passé comme ça s'est pas passé autrement. On a des locaux qui sont un peu grands, qui étaient un peu surcalibrés. On avait des pièces qui ne servaient à rien. On les a mis à disposition d'entrepreneurs, quelquefois de notre coopérative, quelquefois d'ailleurs. Ils viennent parce qu'il y a un consultant, il en a marre d'entendre ses petits-enfants crier, donc voilà, il vient chez nous. Il y en a qui font de la formation, il y en a qui ont fait des boutiques éphémères. Moi je suis incapable de dire à quoi ressemble notre lieu, enfin, quel est son nom. Il y a des gens qui viennent, en particulier des acteurs publics. Ah oui, c'est un tiers-lieu, c'est oui, si vous voulez, oui, c'est une boutique éphémère, oui, si vous voulez, enfin, je signe à tout. Par contre, je suis tout à fait capable d'expliquer les fonctions auxquelles on répond. Et ces fonctions, elles sont tellement variées, comme je vous disais, que je n'arrive même pas à les mettre dans un cadre. Moi, j'ai la sensation qu'on met dans des cadres pour avoir des subventions publiques, c'est pratique, intellectuellement, on est casé, on appartient à des réseaux, mais que les fonctions auxquelles on répond sont tellement vastes que dans la réalité, dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. J'ai quand même une sensation qu'on est plus généralement dans tous ces développements de lieux, plus compris qui bricolons, plus systématiquement, dans une crise de ce que je pourrais appeler la spécialisation spécialisée. Avant, ça c'était avant, les professions libérales, là, ils ouvraient un cabinet, ils utilisaient le cabinet à 75-80%. Aujourd'hui, comme ils n'utilisent plus qu'à 40 ou 50, ils le partagent sans arrêt des autres, en train de partager leur cabinet, leur atelier, etc. Et nous, on fait pareil, et on bricole beaucoup, mais on bricole au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'on joue sur des synergies qui sont pas des synergies juridiques, des synergies humaines, mais des synergies liées à l'espace. Mais après, pour mettre des noms derrière, moi j'ai beaucoup de mal en vous entendant, j'ai la confirmation de mon intuition, c'est-à-dire que ces mots-là, ils sont très changeants. Et autant ils se définissent par les fonctions extrêmement variées auxquelles on répond, autant je ne suis pas sûr qu'en dehors d'une commodité intellectuelle, ils peuvent être normalisés. Mais je crois que personne n'a dit l'inverse de ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est pas évident de définir ces espaces-là. Monsieur, peut-être, vous vouliez également intervenir? Oui, je suis Gérard Roux, agent de métier d'Ariège. L'Ariège, c'est au sud de Toulouse, donc on travaille beaucoup avec l'IF, parce que nous avons un Fab Lab. Alors, nous l'appelons Fab Lab. Parce que c'était la mode de l'appeler Fab Lab. Nous avons été labellisés tiers-lieu Occitanie, comme disait monsieur, parce qu'il n'y avait pas le projet tiers-lieu, et on s'est retrouvé labellisé tiers-lieu. Bon, aujourd'hui, un Fab Lab, on me dit, alors je rejoins monsieur, parce que le discours change beaucoup. Un Fab Lab où il n'y a pas une communauté qui se réunit les dimanches pour manger des pizzas, c'est un vrai Fab Lab. Bon. Nous, on n'a pas réussi tout à fait à créer cette communauté. Par contre, on a beaucoup d'utilisateurs. On a des utilisateurs qui viennent un peu comme dans un tiers-lieu. Ils viennent passer une journée, ils ouvrent la machine, ils travaillent avec l'animateur à la conception. Mais ce n'est pas un tiers-lieu, parce que quand on dit un tiers-lieu, oui, c'est des gens qui viennent faire du télétravail. Ben non, là, ils ne viennent pas faire du télétravail, ils viennent concevoir et fabriquer quelque chose. Donc, en fait, je viens de conforter ce que vous dites, on a du mal dans ces vocabulaires qui sont en train d'évaluer, et surtout les usages qui évoluent, à se situer. Dans mon département, il y a 3 autres Fab Labs, 3 modes de fonctionnement différents, 3 publics différents, 3 cibles différentes. On s'appelle tous les 3 Fab Labs. Moi, je suis labellisé tiers-lieu, pas eux. Bon, si je suis labellisé tiers-lieu, c'était pour récupérer les 5 000 € du conseil d'administration. Voilà, il faut parler clairement. Mais je vois bien qu'on fonctionne plus comme un tiers-lieu. Les gens ne s'y investissent pas dans le côté utopique qu'on peut lire des fois dans la presse, où tout le monde travaille ensemble, on se file des tuyaux. C'est pas vrai, les artisans ils viennent faire des gabarits, ils viennent faire de la conception graphique, ils viennent faire des pochoirs, ils viennent faire des prototypes, mais ils ne viennent pas partager. À la place des pizzas. Depuis le mois dernier, grâce à Yves, on a un petit groupe qui a partagé un petit peu, mais maintenant ils reviennent tout seuls. Avec Yves, ils ont travaillé ensemble. Bon, Yves les a animés, ça a duré combien de temps? 6 mois à peu près l'animation. Mais dès que les 6 mois ont été finis, maintenant ils reviennent individuellement, ils ne veulent pas revenir avec les copains. Alors, vous devriez essayer de remplacer les pizzas par du foie gras, peut-être que ça marcherait. C'est pas trop le public. David, en réponse peut-être à monsieur et aussi et à ce que disait Dominique tout à l'heure sur ces grands opérateurs. C'est exactement ce qu'on a expliqué, alors c'est peut-être pas bien exprimé aujourd'hui, peu importe. En revanche, c'est exactement ce qu'on vit quand on fait des analyses sur ces sujets au quotidien. En fait, avec des délires absolus.
Pourquoi on s'appelait Fab Lab? Parce qu'en fait, ça permettait d'obtenir des subventions européennes au niveau des régions qui après étaient redistribuées d'une autre façon. Je vous signale d'ailleurs que pour obtenir certains budgets européens aujourd'hui, il faut impérativement, au niveau de certaines métropoles, mettre en place des réseaux de tiers-lieux labellisés régionaux pour obtenir des subventions européennes. Donc en gros, au final, ce qu'on met dans le tiers-lieu, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir émarger au niveau du budget européen. Donc on tombe dans des effets pervers, et si on va jusqu'au bout de l'INEPSI, la notion de Fab Lab, elle est labellisée par une charte du MIT, la notion de Living Lab, elle est labellisée par une charte européenne d'un réseau qui s'appelle ENOL, et ces deux réseaux, ils passent plus de temps à se tirer dans les pattes les uns les autres pour savoir qui sera le plus gros, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, qu'à faire des choses concrètes. Donc au final, on s'en fout, en réalité. Ce qui nous intéresse, c'est bien les fonctionnalités. Et les fonctionnalités, en réalité, il y en a 3. Il y a ceux qui travaillent sur l'innovation et la créativité, et la partie prototypage fait partie de ces éléments sur l'innovation, sauf que très souvent, quand on est dans des régions comme l'Île-de-France, on va avoir peu de besoins en dehors de l'innovation, alors que quand on est dans des régions où il y a un peu moins de densité d'activité économique, des organisations économiques différentes, on va mettre au service de tous les artisans, de toutes les PME, tous les outils, toutes les machines qui existent dans le Fab Lab, parce que ça sert aussi à faire de la petite série. Et vous avez d'ailleurs une structure qui s'appelle ICI Montreuil, qui s'en est fait de cette spécialité et qui installe des ICI quelque chose dans toutes les villes pour être capable de mettre en place ce genre d'outils, non pas pour l'innovation seulement, mais au service des artisans et des PME. Donc ce genre de choses, c'est un des points de départ, innovation, créativité. Le deuxième point de départ, c'est ce que vous avez décrit, monsieur. On a de l'immobilier, on ne sait pas quoi en faire, on va le remplir. Et pour que ce soit sexy, on lui met un nom, mais on se fout du nom, l'essentiel c'est de rentabiliser l'immobilier. Et après, vous avez une troisième activité, qui généralement est liée à des effets de communauté, à des effets qui sont liés à de l'économie sociale et solidaire, qui sont liés à des effets de coopérative. Et là, on rentre dans quelque chose de complètement différent, parce que la motivation première du tiers-lieu, c'est de l'entraide. Et cette entraide-là, elle va rentrer dans des dimensions complètement différentes. Merci. En revanche, les 3 points d'entrée sont relativement étanches les uns aux autres, et ils amènent aussi à des modèles économiques complètement différents. Juste un dernier mot, et puis après on passera au deuxième sujet. C'est pour ça que je vois que le temps passe. Juste pour rebondir, l'entraide, c'est le développement économique, en fait, l'objectif final. Pour nous, en tout cas, ce qu'on porte en termes d'économie sociale et solidaire, c'est une économie relocalisée sur les territoires et qui alimente le territoire sur lequel est implanté le tiers-lieu et sur lequel sont implantées des entreprises. Donc c'est en ça. Après, aujourd'hui, pour moi, c'est assez nouveau d'entendre il faut mettre Fab Lab pour être financé, il faut mettre tiers-lieu pour être financé aujourd'hui. À l'époque, une personne ne comprenait rien quand on n'avait pas de financement, personne n'a compris ce qu'on faisait, et c'est en faisant qu'ils ont vu les résultats et qu'ils se sont dit « Ah, mais au final, on va peut-être aller voir ce qui s'y passe, et c'est intéressant ». Même ce début, nous avons quand même mis à disposition un lieu qu'on ne payait pas très cher, grâce à la collectivité, et on n'en a pas encore parlé, mais pour moi, ce qui est au cœur aussi de ces montages-là, c'est les collaborations publiques-privées, et les liens, pour moi, les vrais rapports tiers-lieux, c'est le sujet, c'est comment on fait du développement territorial en associant du public et du privé autour de ces lieux, parce qu'un modèle économique purement, qui repose uniquement sur du privé, c'est très 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 compliqué quand on touche à l'immobilier, et nous on est en centre-ville de Toulouse, c'est un peu compliqué les prix de l'immobilier dans Toulouse. En zone rurale, c'est une autre problématique, mais qui n'est pas forcément plus simple non plus. Mais donc c'est vraiment le cœur de la réussite de ces projets-là et de la valeur ajoutée que ça va créer ensuite sur les territoires, c'est quelle relation il y a entre les acteurs publics et les collectivités. Merci beaucoup, Anne-Marie. Ils sont insupportables, ces intervenants. Pour aller dans votre sens, là, moi effectivement j'ai 7 tiers-lieux dans le réseau. 7 tiers-lieux qui n'ont pas du tout le même fonctionnement, qui ne font pas du tout les mêmes choses, qui ne proposent pas les mêmes services. Et aujourd'hui, on voit bien que les collectivités qui financent ont besoin de mettre ces lieux dans des cases. Mais elles n'y arrivent pas, donc elles ont mis un mot générique en disant on va appeler ça un tiers-lieu. Et puis un Fab Lab, si on peut le rajouter aussi dans la même case, ça serait vachement bien. Et finalement, on voit bien qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent financer. On l'a bien vu, on en parlait encore à midi. Des fois, ils mélangent des carottes et des choux et des patates, et personne n'a la même vision, la même chose. Et on dit, après, démerdez-vous, vous allez réussir à faire un truc super sympa ensemble. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Et aujourd'hui, c'est toute la difficulté où on veut faire rentrer ces lieux, les modéliser, les rentrer dans des cases, sauf qu'ils sont quasiment, je vais exagérer, presque tous uniques, parce qu'ils sont un peu de ci, un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça. Et quand on mélange, c'est un peu comme l'histoire des Lego.
on peut avoir 10 Lego sur la table, on peut faire X milliers de figures avec. Après, c'est normal que dans une logique de développement d'un concept, il y a un moment où on essaye de formaliser les choses. Il y a un jour, on a créé les coopératives d'activité d'emploi. Aujourd'hui, elles s'appellent coopératives d'activité d'emploi, mais il y a eu des processus émergents qui ont précédé à ce système-là, par exemple. Donc, à un moment, forcément, ça se formalise un peu, ça s'institutionnalise même. Donc, Anne-Marie a fait une très bonne introduction tout à l'heure des aspects de coopération. Alors, en parlant de coopération entre public et privé, mais enfin, il y a aussi la coopération entre ces nouveaux espaces et puis les opérateurs d'accompagnement. C'est le deuxième sujet de notre table ronde. Comme on n'a pas le petit système qui va marcher, donc on va tout de suite fonctionner par un petit sondage. Levez le doigt ceux qui pensent que finalement ces nouveaux espaces sont plutôt des opportunités pour les opérateurs d'accompagnement à la création d'entreprise. C'est pas mal, ça fait une petite moitié. Ceux qui pensent que ça peut être une menace. Il y en a deux. Et ceux qui pensent que ça n'a finalement pas d'impact sur le développement de la trajectoire des opérateurs de l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc en gros, c'est plutôt constructif. Pourquoi ? On va s'exprimer tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est vous qui allez parler, puisque on attend de vous aussi que vous apportiez un petit peu votre regard. Peut-être démarrer par Dominique. Comment est-ce que l'on peut... c'est quoi la nature des coopérations qu'on peut tisser entre... Puisqu'on évoquait tout à l'heure le fait que certains incubateurs s'installent au sein de tiers-lieux ou certains incubateurs développent des tiers-lieux. Comment est-ce que finalement on peut faire du lien entre des opérateurs de l'accompagnement au sens large, financement, conseil accompagnement, formation, incubation, accélération, et ces nouveaux espaces? Ce sont quoi les différentes formes qu'on peut observer de coopération quand elles existent? En fait, il faut créer une passerelle et il faut dissocier le contenant du contenu et de dire aujourd'hui dans ces espaces, il peut y avoir certains utilisateurs qui sont des publics captifs pour ceux qui ont une expertise, un métier d'accompagnement au développement de leur activité, d'accompagnement à la création. On a certes la bienveillance et les coups de main et les retours d'expérience qui peuvent s'opérer entre les différents utilisateurs d'un tiers-lieu, ce qui n'est pas toujours une bonne chose, parce que l'expérience de l'un n'est pas forcément toujours utile pour l'autre. Le copier-coller d'une expérience professionnelle n'est pas toujours bienveillante, même si, c'est pas qu'elle n'est pas bienveillante, mais qu'elle n'est pas forcément toujours utile et adaptée à celui qui va entendre le conseil. Et les pseudo-consultants qui s'inventent effectivement dans l'expertise, à l'accompagnement, à la création d'entreprise, parce que ce n'est pas le métier, et qui sont effectivement interrogés ou qui se permettent de dire à quelqu'un qui est dans un bureau, tiens, tu devrais faire comme ça. Sur quoi il s'appuie et quelle est sa légitimité à dire tu devrais faire comme ça. C'est comme l'automédecine, toutes les bonnes recettes et tous ceux qui s'inventent être médecins pour dire tiens tu devrais faire ci, moi j'ai fait ça et je suis plus malade. Bon, à un moment ou à un autre, l'accompagnement à la création d'entreprise, c'est un véritable métier. Il y a des règles, des outils. On ne recommande pas à un patient qui est en surpoids d'aller faire du sport si on n'a pas checké avant si le cœur allait tenir, s'il n'y avait pas d'autres pathologies qui l'amèneraient à ne pas justement faire de sport pour résoudre une problématique. Et donc c'est exactement pareil au niveau de l'accompagnement. Donc il y a dans les publics qui fréquentent les tiers-lieux des entrepreneurs qui savent parfaitement ce qu'ils ont à faire. Je ne dis pas que ceux-là, il faut les laisser tranquilles, mais en tout cas, ils ne sont pas là pour chercher un accompagnement à la création d'entreprise. Et puis, vous avez, dans beaucoup d'espaces de coworking, les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises, qui, pour certains, se cherchent énormément, et voire même cherchent plus des clients qu'un espace de travail, et donc vont papillonner dans les différents lieux à la recherche d'opportunités commerciales. Et moi, je leur dis souvent à ces personnes, c'est comme aller dans une salle de sport pour trouver l'âme sœur, vous devriez plutôt vous abonner à Mythique que vous abonner à la salle de sport. Vous aurez peut-être plus de chances de trouver l'âme sœur. Parce qu'effectivement, on est dans une erreur de recherche d'effet de levier, et ils vont toujours trouver que le lieu est trop cher par rapport au fait qu'ils n'ont pas trouvé les clients ou l'écosystème qui allait contribuer à leur développement.
Donc ça, effectivement, il y a une porosité à établir entre les lieux, qu'on puisse repérer et que le gestionnaire des lieux puisse avoir les connexions avec ceux qui savent accompagner le développement des entreprises pour leur dire, ben là, il y a un profil intéressant, avec une idée pertinente, il vient chercher un endroit pour travailler, pour être dans un écosystème un peu moins isolé, mais on sent qu'il est un peu seul, il y a besoin sur le plan de la fiscalité. Nous, on a vu, sur le premier rôle entreprise ouvert en 2012, un parcours entrepreneurial. Et donc ça, c'était très intéressant d'observer. En 2012, donc des métiers, mais qui ne sont pas des métiers d'innovation, de start-up, avec des geeks qui ont inventé une énième application smartphone. C'était quoi? Une infographiste, une architecte, un expert comptable et un informaticien. Ils ont démarré avec 1 jour par semaine au relais entreprise du Volvestre, donc à 40 km de Toulouse. Ensuite, ils ont embauché un stagiaire. Donc là, ils ont pris un bureau 5 jours par semaine. Ce stagiaire, après, est devenu un premier collaborateur. Et ensuite, ils ont embauché un deuxième collaborateur. Et jusqu'au jour où ils se sont sentis un peu à l'étroit, et surtout que ça leur coûtait trop cher d'être dans le tiers-lieu, et donc ils ont investi dans des friches de centre-bourg, dans le village d'à côté, à Carbone, pour ceux qui connaissent, pour transformer ces friches de centre-bourg, donc des maisons de village, en bureaux. Et on a 4 utilisateurs de tiers-lieu qu'on a perdus, nous, comme locataires, et on a servi un peu comme des ateliers relais dans les zones industrielles qui permettent ensuite de vendre un terrain. Mais nous, on a contribué à la revitalisation des villages parce qu'on avait des professionnels, informaticiens, infographistes, experts comptables. Et donc, on rejoint le développement territorial. On rejoint le développement territorial. Anne-Marie, concrètement, pour les IF, puisque c'est comme ça qu'on vous appelle, et c'est plus simple finalement, quel est l'écosystème partenarial? C'est-à-dire, quelle est la nature des relations que vous entretenez, donc à la fois effectivement avec les collectivités locales, donc publiques, mais aussi avec, on va dire, les privés, au sens opérateurs d'accompagnement à la création d'activités, les associations Initiative France, les chambres consulaires, les BGE si elles sont présentes sur votre territoire, le DLA peut-être, dispositif local d'accompagnement. Comment ça se passe, la gestion de l'écosystème partenarial aux imaginations fertiles? Ça se passe très bien. En fait, sur le territoire de Toulouse Métropole, ils ont travaillé à une identification d'un parcours pour l'entrepreneur pour essayer de clarifier que les entrepreneurs aient une visibilité de tout ce qui se passe, de tous les acteurs dans un parcours à l'entrepreneuriat, de l'incubation jusqu'au développement ensuite. L'adresse, c'est ça? Non. Alors non, ça c'est vraiment le service développement éco de Toulouse Métropole qui a travaillé un schéma vraiment et dont le parcours adresse est une de ses briques. Mais du coup, il pense vraiment dans la globalité du parcours de l'entrepreneur en disant, il y a différentes phases de développement pour un entrepreneur. Donc il y a l'incubation avec différentes typologies d'incubateurs. Donc effectivement, nous, on a un incubateur qui est implanté chez nous, qui est l'incubateur Première Brique d'innovation sociale, parce que ça fait sens qu'ils soient implantés chez nous. C'est pas forcément un incubateur d'innovation technologique, même s'il y a des projets techno qui peuvent se développer aussi. Ensuite, il y a des parcours qui peuvent être des pépinières, donc qui sont aussi identifiés dans ce schéma-là. Après, il y a les espaces de coworking, comme nous, donc les IF sont identifiés là-dessus, et toutes les structures d'accompagnement, y compris, donc nous, on a un système qui s'appelle le parcours adresse, qui accompagne particulièrement les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, et qui est géré par le mouvement associatif, donc un regroupement. Ma question est un peu plus précise, c'est-à-dire qu'au-delà de l'environnement qui est créé par les acteurs, comment est-ce que IF tisse du partenariat? Est-ce que, par exemple, quand il y a un porteur de projet qui a un besoin d'accompagnement ou de financement, comment vous orientez sa demande vers tel ou tel opérateur et pas un autre, par exemple? Est-ce que si un opérateur vient vous voir en disant « j'aimerais faire une formation dans vos locaux pour recruter mes futurs entrepreneurs, etc. » comment ça se passe en termes de mode de gestion de la relation partenariale? Au-delà du fait que, certes, on est tous dans un écosystème et puis on essaie de fonctionner le mieux possible, mais de manière très très concrète, est-ce que vous avez, je sais pas, une charte de partenariat? Est-ce que vous avez des accords spécifiques avec les chambres consulaires, ou les opérateurs d'économie sociale et solidaire, ou pas du tout, finalement, où les choses se passent un peu naturellement? C'est pas formalisé, mais ça se passe naturellement. Puis au final, nous, on est un lieu ressource et effectivement, on reçoit beaucoup de porteurs de projets et on peut les réorienter. Après, on connaît bien les acteurs de l'accompagnement, donc en fonction des projets ou des typologies, on va les orienter plus ou moins vers les uns ou vers les autres en leur donnant la liste. Après, on a des partenariats qui font que, par exemple, pour le parcours adresse, on organise des événements pour les porteurs de projets, ils viennent présenter, et le parcours adresse vient se présenter auprès de
notre communauté d'entrepreneurs, de résidents. Nous-mêmes, on intervient dans un parcours d'accompagnement auprès de ces acteurs-là. Donc nous, on n'est pas en direct, on ne fait pas d'accompagnement, mais on peut être mobilisé dans le cadre d'un accompagnement. Vous êtes prescripteur, quoi. Voilà, on est prescripteur et après on peut intervenir, une fois qu'un accompagnement est lancé, comme expert sur certaines typologies ou certains sujets. Mais on réoriente et puis après on est tous un peu dans le même bateau. Et aujourd'hui, sur la projection du futur lieu, c'est vraiment très clair de dire qu'il pourrait y avoir des permanences, il va y avoir peut-être le mouvement associatif, le parcours adresse qui s'installe, l'incubateur aussi, qui se maintient. Donc on va vraiment avoir un écosystème au service de l'accompagnement, mais qui ne sera pas porté par les IF. Mais nous, les IF, on met l'outil, le plateau et les synergies qui puissent... Mais avec une implantation sur les IF. Sur les IF, oui. Lilian, donc vous êtes chambre de commerce, donc c'est intéressant d'avoir un peu votre regard. Et moi, j'aimerais parler du modèle économique, mais dans l'autre sens. Pourquoi est-ce qu'une chambre de commerce s'intéresse à l'animation d'un réseau de tiers-lieux? Le temps que vous passez pour animer ce réseau, il est financé par quoi et par qui? Et pourquoi votre patron vous a dit vas-y, passe une journée par semaine ou une journée par mois à faire ça? Parce que la chambre de commerce va s'y retrouver. Est-ce qu'il y a une logique, on va dire, économique? On sait très bien que les chambres consulaires, comme tous les opérateurs d'accompagnement, cherchent aussi des moyens pour fonctionner, financer leurs actions. Comment ça se passe dans le Tarn? Il y a une logique. Il y a une logique qui est importante, qui est sur plusieurs points. Il y a un petit volet financier où aujourd'hui on finance une partie de mon action. Les tiers-lieux financent une partie de mon action. Mais surtout, le plus intéressant pour nous, c'est de se servir de ces tiers-lieux. Parce qu'on les a fédérés, très bien, mais nous, ils nous sont très utiles. Parce que petit A, on va pouvoir aller faire des animations au sein des tiers-lieux, c'est-à-dire aussi donner une autre image de la chambre avec peut-être un public qui n'aurait jamais traversé, qui ne serait jamais allé naturellement vers une chambre de commerce. L'autre point aussi, ça casse les barrières institutionnelles. Ça casse les barrières institutionnelles. L'autre point qui est finalement d'avoir ces responsables de tiers-lieux qui disent tiens, là, moi j'ai une entreprise là, qui voudrait faire quelque chose. Est-ce qu'elle ne peut pas rencontrer quelqu'un de la chambre? Ce sont vos guetteurs. Voilà. Et troisième point, moi j'organise certains rendez-vous en mobilité dans les tiers-lieux. C'est-à-dire que j'en suis aussi utilisateur et je suis à l'intérieur et je bois un café avec les coworkers qui sont là ou les télétravailleurs. Donc c'est-à-dire que je m'en sers finalement presque en succursale de la chambre à chaque fois, en fonction de mes déplacements. Parce que souvent, pour certains porteurs de projets, difficile de les rencontrer. Si on les rencontre à la chambre de commerce, on ne va pas les rencontrer chez eux. Donc il faut bien, entre guillemets, un lieu neutre. Et très souvent, je me retrouve à appeler un tiers-lieu et dire est-ce que je peux utiliser le bureau de courtoisie? Il me dit oui, pour quelle période? Et je les reçois là. Et moi, du coup, je m'en sers. Ça règle une problématique immobilière. Et moi, j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec mon directeur général, vu qu'on est en train, nous, de rationaliser notre immobilier, comme toutes les chambres de commerce. J'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas faire une convention avec ce réseau-là et dire que chacun des agents de la CCI peut aller coworker, à un moment donné, dans le réseau? Eh bien, c'est une bonne idée, ça. Docteur, ce sont quoi les stratégies d'alliance entre ces nouveaux espaces et les opérateurs du financement et de l'accompagnement à votre connaissance? En pratique, en fait, il faut revenir au point de départ. L'accompagnement d'entreprise, c'est un métier, ça ne s'improvise pas. Mais ce n'est pas le même accompagnement d'entreprise quand on accompagne de l'innovation et quand on parle de la revitalisation de territoire. Et la différence fondamentale, elle est là. On ne fera pas les mêmes partenariats, on ne fera pas les mêmes activités, on n'injectera pas les mêmes types de services. Et techniquement, derrière, ce n'est surtout pas les mêmes méthodes d'accompagnement de l'entreprise. En ce moment, je travaille pour BPI France sur le renouvellement de la stratégie de Génopole, qui est en fait, pour caricaturer un peu les choses, l'endroit où on fait la recherche qui utilise tout l'argent qui est collecté par le Téléthon autour de la génomique. Les effets de tunnel sur les startups dans le secteur des biotech, c'est entre 10 et 20 ans. Le métier d'accompagnement d'entreprise ici, c'est autre chose. Et très clairement, quand on va même faire la différence entre les différents types de biotech, on va avoir des effets de différenciation sur les effets de tunnel d'entreprise qui vont amener à des méthodes de travail complètement différentes. Donc le premier point de départ ici, c'est que le partenariat doit être vraiment ciblé par rapport à un critère fondamental. Est-ce que l'entreprise qu'on incube ou qu'on accompagne, c'est quelque chose qui fait de l'innovation ou pas? S'il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de risque. Il faut défricher le marché, il faut défricher le modèle économique de l'entreprise, mais on n'est pas dans quelque chose qui, à un moment ou à un autre, va devoir traiter les mêmes effets de tunnel que quand on travaille sur l'innovation, que l'innovation elle soit technologique, que l'innovation d'usage ou autre chose.
Et donc sur les stratégies d'alliance? Sur les stratégies d'alliance, derrière, ben, en fait, si on est dans une démarche qui est liée à l'innovation, il faut forcément avoir des alliances avec des acteurs de la recherche, avec des acteurs de type Lean Lab qui vont permettre de travailler sur des usages. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tiers-lieux qui aujourd'hui servent à faire du test d'activités ou de nouveaux services en grandeur réelle dans les villes, avec des vrais gens qui vont préfigurer l'adoption de l'innovation. En revanche, derrière, quand on fait du partenariat pour faire de l'accompagnement d'entreprise avec une activité qui n'est pas liée à l'innovation, on a besoin d'avoir d'autres types d'accompagnement, avec des réseaux de banques, avec des réseaux de financement, avec des réseaux qui permettent de gérer une partie des filets de sécurité, qui permettent de travailler sur ce genre de création d'entreprise. Ce n'est pas du tout le même type de problématique, ce n'est pas du tout le même type de raisonnement. D'accord, merci. Est-ce que parmi vous, dans la salle, puisque on a vu que certains opérateurs ont finalement développé une offre d'accueil d'entrepreneurs dans leurs locaux, est-ce qu'il y a d'autres expériences de coopération entre vous en tant qu'opérateur et des nouveaux espaces? Et puis est-ce que vous avez des questions aussi à nos invités autour de ces questions de la coopération entre ces nouveaux espaces et les opérateurs d'accompagnement et du financement? Ah, monsieur de la CCI des Hauts-de-Seine. Oui, peut-être plus là, un témoignage. Souvent, on peut peut-être opposer ce qui se passe en milieu urbain et en milieu rural. Or, lorsque vous avez présenté la façon de travailler avec eux, finalement, je me reconnaissais énormément, dans le sens où, effectivement, pour revenir sur les fonctions primaires, un petit peu lorsque vous évoquiez le flex office tout à l'heure, on a nous-mêmes finalement fermé des antennes pour aller au sein même de ce type de structure, donc avec des économies avec beaucoup de chiffres. Donc, voilà, c'est toujours aussi intéressant. Deuxièmement, ça offre vraiment la possibilité aussi pour des structures comme les nôtres d'avoir en fait une visibilité, une proximité, puis là finalement être dans l'aquarium, donc l'exemple comment dirais-je, du bocal, et puis aussi peut-être là de bien cibler, c'est-à-dire qu'on ne va pas effectivement dans des structures liées à l'innovation, donc on va essayer de cibler des structures plutôt généralistes qui sont avec des secteurs classiques. Donc voilà, plus une remarque pour dire que là, il y a finalement un point commun dans notre approche, notre vision, notre façon de coopérer avec ces structures. Est-ce qu'en général, les entrepreneurs qui sont accueillis sur ces lieux, qui interviennent dans ces nouveaux espaces, apprécient d'avoir des opérateurs qui soient présents, soit en permanence, soit de manière ponctuelle? Très clairement, c'est de la valeur ajoutée. Pour eux, ça donne de la valeur ajoutée au lieu. Ça fait partie des services. Aujourd'hui, effectivement, le fait qu'on se dise, tiens, là c'est la CCI qui intervient à tel endroit, super, comme ça après je vais choper le bonhomme et je vais pouvoir lui parler de ma problématique à moi. Donc pour nous, institutionnels, consulaires, aujourd'hui, il y a un intérêt de se montrer, de dire, regardez où je suis là, vous pouvez faire appel à mes services, ce qui est loin d'être anodin dans la période actuelle. Et de l'autre côté, pour le tiers-lieu, ça lui amène de la valeur ajoutée et une certaine légitimité, parce qu'il ne faut pas oublier que le fait qu'il y ait un institutionnel qui intervienne là-dedans, ça vient de leur donner de la valeur ajoutée, je vais dire ça comme ça. Le bon terme, c'est légitimité. Voilà. C'est légitimité. C'est clairement quelque chose de systématique qu'on voit régulièrement apparaître et qu'on voit à la fois apparaître dans des tiers-lieux qui sont orientés innovation et des tiers-lieux qui sont orientés entreprise standard. Dans les deux cas, c'est vrai, ça va très loin. Vous avez aussi des banques qui vont faire des présences régulières. CA, le Crédit Agricole, avec CA Village, est omniprésent dans ce genre de choses. Village by CA. C'est même l'inverse, en fait. Ils créent des locaux pour accueillir mais il y a les deux démarches. Des entrepreneurs. Il y a les deux démarches. Il y a des démarches où en fait ils prennent des locaux pour aller incuber chez les autres. Il y a des démarches où ils vont faire des présences pour aller faire pour aller sourcer des entreprises qui peuvent être intéressantes. Il y a les deux démarches. L'INPI a de ce genre de démarche aussi quand on est orienté innovation. Enfin, je veux dire, toutes les structures institutionnelles ont un rôle à jouer. Mais après, derrière, on peut aussi rajouter, ça a déjà été évoqué, la présence d'un expert comptable, la présence de certains avocats pour aider à rédiger des contrats. Enfin, je veux dire, tous ces éléments-là, ça fait partie de l'offre de service.
Et si ce n'est pas le tiers-lieu qui l'organise dans son offre et dans son management, clairement, le tiers-lieu va perdre en concurrence vis-à-vis de ceux qui vont être présents et qui vont le faire à sa place. Tout à l'heure, j'ai fait un petit sondage, il y a une ou deux personnes qui ont finalement plutôt levé le doigt en disant c'est plutôt une menace. Je vous ai repéré, voilà, au fond. Pourquoi vous avez dit ça tout à l'heure? En quoi pour vous c'est une contrainte ou une menace pour les opérateurs d'accompagnement que sont ces tiers-lieux ou ces nouveaux espaces? Sans doute un peu entre les deux. Hein. Ouais. Une opportunité, parce qu'effectivement, on voit la possibilité de collaboration et de partage finalement d'espace. Mais en même temps, c'est quand même une forme de concurrence, parce que ces tiers-lieux ont besoin de relais de croissance, et on voit finalement que ce qui n'était pas forcément leur métier de base, l'accompagnement entrepreneurial, devient aussi peut-être une manière de fidéliser, de proposer une offre plus enrichie, et donc quelque part, en ce sens-là, ça crée aussi une forme de clientèle captive en quelque sorte. Mais on est, c'était un peu le terme, la thématique, il y avait un atelier hier autour des acteurs, des réseaux, on avait utilisé le terme de compétition. Pour montrer cette capacité finalement que ces nouveaux acteurs ont à la fois être dans un registre compétitif mais aussi dans un registre collaboratif. Donc c'était plutôt entre les deux. Oui, non mais vu la diversité de ces espaces, on peut imaginer que certains ne fonctionnent pas forcément en coopération ou en partenariat, mais plutôt en opposition avec les opérateurs existants. Après, juste pour balancer un peu et rééquilibrer, nous les porteurs de projets, c'est pas nos usagers majoritaires du tout en fait. Ils sont plus là ils viennent bénéficier des événements qu'on organise. Nous on a tous les mardis midi, on déjeune tous ensemble sur des sujets très très variés et souvent autour de l'entrepreneuriat. Et c'est souvent des personnes qui viennent ponctuellement ce jour-là bénéficier de l'animation du réseau, des événements ou des personnes extérieures ou des structures justement extérieures. Et bénéficier de ce réseau-là, en fait. Donc, parce que nous, on ne fait pas de l'accompagnement en direct, et principalement, c'est des structures qui ont déjà une dizaine d'années. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses déjà présentes. Ce n'est pas forcément notre cœur d'usager, quoi. Je reviens sur une chose que j'ai dite tout à l'heure, mais qui me semble fondamentale. Les gens qu'on va retrouver dans ces tiers-lieux, ce n'est pas automatiquement des gens qui seraient venus nous voir naturellement. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le fait d'être présent, on s'ouvre de nouvelles portes sur de nouveaux publics. Donc effectivement, il y a des tiers-lieux sur lesquels on sera peut-être un peu en concurrence, ainsi de suite. Donc il y a deux solutions, c'est on les laisse vivre leur vie, on les regarde, ils sont à côté et ils font leur truc. Ou alors on essaye d'être présent aussi là-bas, de trouver des zones où on peut avoir un partenariat, mais aussi pour pouvoir s'attirer un nouveau public et redorer un blason, entre guillemets, dont on a besoin, et attirer de nouvelles personnes. David William, un peu de prospective. Alors, j'aimerais qu'on puisse se positionner dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, comment se situe de votre point de vue la France en termes de dynamique liée à ces nouveaux espaces par rapport à d'autres pays européens ou peut-être même à d'autres pays dans le monde? Est-ce que par rapport aux États-Unis, par rapport au Japon, si vous connaissez, au Luxembourg, quelle est la position de la France? Non, je ne vais pas généraliser avec le Luxembourg, ce n'est pas représentatif. En revanche, on vient de finir, on l'a rendu la semaine dernière et la conférence de presse aura lieu le 14 juin, on vient de finir une étude pour BPI France Le Lab qui compare la dynamique en France, en Europe et en Asie. Et alors? Ben alors on est pareil. C'est très simple à résumer, il n'y a pas de différence. Ici, on va trouver des choses un peu originales quand on est du côté asiatique, parce qu'en fait, le marché asiatique, c'est un marché qui est très mal connu et qui obéit à des règles très particulières quand on veut s'installer sur place. Mais en fait, ce qu'on va voir d'original à ce moment-là, c'est pas du côté des tiers-lieux dont on est en train de parler, c'est du côté des corporate labs qui sont mis en place par des grandes entreprises pour aller se frotter au marché, apprendre le marché et s'installer sur le marché pour une diversification ou pour une accélération de certaines de leurs activités. Donc là, on est dans quelque chose de relativement différent. Pour le reste, il faut être réaliste. J'étais à Shanghai il y a encore un mois pour faire des entretiens dans le cadre de cette étude. Tout ce qu'on a évoqué ensemble, c'est la même chose. La guerre avec les gros acteurs comme WeWork, c'est pareil. Les 5 ou 6 plus jolis trucs de Shanghai qui étaient rentables, c'est WeWork qui vient de les racheter.
En revanche, derrière, qu'est-ce qu'on trouve? La même chose que chez nous. On va avoir des choses qui ressemblent à des tiers-lieux d'indépendants qui veulent travailler ensemble. On va avoir des choses qui ressemblent aux tiers-lieux ruraux qu'on a décrits. On a des choses qui ressemblent à des tiers-lieux tournés innovation qu'on a décrits. Et derrière, bien évidemment, après, on va avoir des facteurs d'échelle un peu différents. Parce que quand on regarde la taille de Axe Accelerator à Shenzhen, on est quand même sur un endroit qui est le cœur de l'innovation technologique avec toute une série d'acteurs industriels extrêmement lourds, les plus gros du monde qui sont là-bas, etc. Donc on est dans des facteurs d'échelle qui sont à la taille du marché chinois qui fait 1,2 milliard habitants, 200 millions d'habitants, alors qu'en fait on vient de parler pour une grande partie de la France rurale ou de la France urbaine qui fait respectivement 30 millions et 37 millions d'habitants. Donc au facteur d'échelle près, c'est pareil. Alors, il se trouve que... Non, mais c'est juste parce que c'est pour montrer que j'ai documenté le truc. Donc en Chine, vous savez combien il y a de création d'entreprises en Chine chaque année? Vous le savez, David? C'est un faux problème. Bon, voilà, c'est une mauvaise question. La notion d'entreprise en Chine est un sujet tordu à manipuler. Et je suis prudent parce que je sais qu'on est enregistré, donc j'utilise des termes qui sont très diplomatiquement corrects. Moi, je travaille pas pour l'université, donc je peux dire ce que je veux. J'ai noté 4 millions, bon, c'est un chiffre. Oui, mais ce qui n'est pas beaucoup par rapport à les populations. Non, mais dans les entretiens que j'ai fait il y a un mois sur place, en fait, la problématique qu'on avait, c'était en particulier que le temps va plus vite. Le problème du start-upper en Chine, c'est qu'il travaille sur du 9-9-6. 9h du matin, 9h du soir, 6 jours par semaine. Et quand on donne à une start-up en techno... C'est pas vos oreilles? Quand on donne à une start-up en techno en France la possibilité de maturer son projet sur 2 ans, 2 ans et demi avant de commencer à imaginer que l'investisseur va sortir ou imposer de faire une revente, la même activité en Chine, elle va se faire sur 12 mois. Donc on n'est plus dans les mêmes facteurs de temps. Évidemment, il y a une différence entre la France et la Chine, c'est la vitesse. Et de ce point de vue-là, quand on travaille dans l'innovation technologique en Chine, ça va plus vite. Il ne faut pas être surpris si ça va plus vite et qu'après ils nous envahissent avec un certain nombre de produits. Bon. Mais ce n'est pas forcément pour cela que ça change quelque chose au niveau de l'analyse des tiers-lieux qu'on est en train d'avoir. On va revenir à Toulouse. Anne-Marie. Justement. Quel est le projet des IF de dans 10 ans? C'est quoi votre... Comment vous voyez votre... J'imagine que vous y avez réfléchi quand même avec vos 3 autres associés. Et comment vous vous projetez à l'avenir? C'est quoi votre projet idéal de développement Alors là... Si vous en avez un. Non, alors c'est enregistré aussi, mes collègues vont pouvoir le voir. Bon, d'accord. Non, je ne sais pas. En fait, parce que j'aurais été bien maligne de le dire il y a 5 ans ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, parce qu'on a nous-mêmes été les premières bénéficiaires, enfin, notre entreprise a été la première bénéficiaire de l'effet tiers-lieu, c'est-à-dire l'innovation, la créativité. Et on a développé tout un tas d'activités qu'on ne soupçonnait pas, comme une méthodologie, on est vraiment sur le terme du Living Lab. Par exemple, on a développé une méthodologie associée en sociologues qui étaient nos coworkers, nous, nos équipes internes design et des makers du Fab Lab. Et on a créé une nouvelle méthodologie qui aujourd'hui vraiment fait partie de notre modèle économique et autour des usages, de faire remonter les besoins, les usages et de développer de nouveaux services avec les futurs usagers. Donc on a travaillé sur le vieillissement. Aujourd'hui, on travaille sur toute la stratégie de recyclage des déchets dans les déchetteries à Toulouse, sur la métropole toulousaine. Donc voilà, ce genre d'activité, j'aurais jamais pu l'imaginer en 2012 quand on a monté le projet. Donc j'espère que les mêmes bonnes surprises vont nous arriver pour dans 10 ans et je me garde bien de savoir ce que ce sera dans 10 ans. Je peux vous dire, dans un an, normalement, on sera sur le quartier de Bellefontaine. Et là encore, c'est une nouvelle... sur le quartier du Mirail, en quartier prioritaire. Et donc là, ce sera un nouveau challenge, nouveau territoire à travailler, qu'on travaille déjà depuis 1 an et demi. Et donc voilà, je ne sais pas encore ce qu'on fera. C'est ce qu'on appelle la limonade en mode effectuel, en entrepreneuriat. On tire profit des opportunités. Et Dominique, moi, je me sens plus, comment dire, avec un business plan. Enfin, ouais, je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, vous avez une sorte de cap comme ça dans la tête avec des objectifs. Ouais, on s'en refait pas. Et effectivement, le projet Relais Entreprise, il est clairement dans un business plan très figé, même si on va effectivement être agile. Mais quoi qu'il en soit, nous, on a un projet. Relais Entreprise, au-delà de la partie accompagnement que je l'évoquais tout à l'heure, on est aussi une enseigne. On est la première enseigne aujourd'hui nationale
d'espaces de travail en milieu rural et périurbain avec un engagement très très fort en faveur de la non-mobilité. Ce qu'on appelle la mobilité souhaitée, rêvée à 2 pas, plutôt qu'une mobilité subie à 7 lieux. Parce que nos tiers-lieux, nos espaces de travail en milieu rural à usage flexible sont surtout utilisés, enfin nous l'objectif qu'on s'est fixé, doivent surtout être utilisés par les télétravailleurs qui vont s'affranchir d'une mobilité imposée par le fait qu'aujourd'hui la plupart des actifs font 26 km le matin, 26 km le soir pour aller travailler. Donc on est parti vraiment dans une croisade. Quand je dis une croisade, c'est un vrai engagement et on est très présent dans des actions de lobbying auprès des ministères et notamment avec la loi LOM qui n'intègre absolument aucune notion de non-mobilité dans la loi de mobilité. On veut résoudre aujourd'hui la problématique des déplacements pendulaires qui génèrent des émissions de CO2 pour 1/3 des émissions de CO2 proviennent des transports, qui coûtent de plus en plus cher. C'était une des revendications majeures des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, on le voit sur Toulouse, les primo-accédants à la propriété, c'est 30 km, 40 km maintenant. D'accord ? Et là où des fois je suis un peu furieux, c'est de voir justement tout cet argent injecté dans de l'innovation, dans les incubateurs en milieu urbain, avec en plus des métaphores très agricoles. On parle de jeunes pousses, on parle d'incubateurs, on parle de pépinières, mais c'est de l'agriculture urbaine. Et donc votre projet, voilà. Et donc le projet, c'est d'avoir 1500 espaces affiliés au réseau Relais Entreprises. On finit l'année avec 100. Et pourquoi 1500 ? En fait, on a fait une étude avec le think tank The Shift Project sur la société donc décarbonée. Et on a pu mesurer que pour couvrir les différents bassins de vie, parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure en matière de zone d'influence d'un tiers-lieu, c'est que la zone d'influence d'un tiers-lieu n'est pas la même en fonction du public auquel on va s'adresser. Si vous vous attaquez à une personne qui veut s'affranchir d'une mobilité pendulaire et qui cherche un espace pour faire du télétravail ailleurs qu'à domicile, parce qu'à domicile, il a des enfants en bas âge où il ne peut pas avoir la discipline de faire autre chose que des tâches ménagères, donc il va chercher un lieu d'hyper-proximité. Et c'est maximum 5-10 minutes de son lieu d'habitation. Par contre, s'il voit personne de la journée parce qu'il est entrepreneur ou en télétravail à 100%, là, il va faire un peu plus de route pour trouver de la sociabilisation. Et donc, pour couvrir les différents bassins de vie, donc sur une échelle de 10-15 minutes, il faut que les lieux soient distants de 30 km les uns des autres. D'accord ? Et donc, pour couvrir, il faut 10 000 tiers-lieux en France. On est à 1800, on arrivera aux 10 000 très rapidement. Et nous, on vise 15% de ce marché des tiers-lieux sous l'enseigne Relais Entreprises. Et pourquoi ? On n'a rien inventé. Tout à l'heure, j'évoquais le parallèle avec le secteur de l'hôtellerie. Quand vous voulez choisir un hôtel, soit vous regardez la fiche signalétique pour voir s'il y a la piscine, le groom service, ou là vous dites mince, ça va être un palace, ça va me coûter un bras, ou alors vous regardez l'enseigne. Et quand vous voyez que c'est Hilton, Ibis Budget, Mercure, vous n'avez même pas besoin de regarder la fiche signalétique, vous savez qu'est-ce que vous allez trouver comme service, quel va être à peu près les niveaux de prix. Ça n'existe pas au niveau des tiers-lieux, des espaces coworking, et nous on a créé cette enseigne qui donne effectivement de la visibilité. On est un peu le logis de France ou l'inter-hôtel des espaces de travail en milieu rural. Donc voilà, c'est ça notre projet. Merci pour cette métaphore. Peut-être le mot de la fin à Lilian, comme nous sommes invités par la Chambre de commerce. Juste une incise pour nuancer par rapport à la région parisienne. Parce que même si j'y habite pas, j'y passe souvent, le RER A, c'est 1 200 000 personnes par jour. Le RER B, c'est 1 million de personnes par jour. Le RER C, c'est 800 000. Donc si on trouve une solution avec des logiques de télétravail qui permettent de supprimer ces éléments-là, ça va permettre d'éviter en particulier de doubler ou de tripler les voies. C'est loin d'être négligeable en matière d'activité économique. Sauf que 43% des déplacements se font en voiture en Ile-de-France. Et ça ne changera pas grand-chose à l'année des courses. Si on fait du télétravail, même cela se déplaçant. Donc nous démarrons une nouvelle table ronde sur la mobilité. Mais allez, on a encore 2 heures devant nous. Mais, je suis désolé, je vais continuer là-dessus. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Parce qu'effectivement, nous, l'évolution du réseau, elle est très claire. On s'est tous mis d'accord là-dessus. Hein. Et les tiers-lieux qui n'étaient pas d'accord avec cette démarche sont en train de sortir. On s'est dit oui, pour nous, l'enjeu, c'est le télétravailleur. Pourquoi ? Parce que le Tarn a la spécificité d'avoir une très très jolie autoroute entre Albi et Toulouse. Aujourd'hui, on a une banlieue dortoir qui va jusqu'à Gaillac, c'est-à-dire plus de 40 km dans les terres. Et si on se met à 8h à 7h du matin devant l'autoroute, on voit un flux de voitures hallucinant
qui part vers Toulouse, des gens qui vont travailler chez Airbus, Safran, j'en passe et des meilleurs. Et de l'autre côté, on bientôt chez Relais d'entreprise. Ouais, bientôt chez Relais d'entreprise. Et en plus, de l'autre côté, la dernière fois, on a vu Tisséo qui nous disait, ouais, pour désengorger la rocade de Toulouse, parce que si vous ne connaissez pas la rocade de Toulouse, c'est un grand moment. C'est un grand moment. Ouais, mais moi aussi, hein, je veux pas d'ennemis. Hein. Ils doivent réussir à enlever très rapidement 2 à 3% de trafic sur la rocade. Donc, à ce jour, il nous semble assez évident qu'il faudrait qu'on puisse retenir finalement ces travailleurs, qu'ils puissent venir travailler dans des tiers-lieux dans les bonnes conditions, des tiers-lieux qui sont à proximité de là où ils habitent, on inverse, donc le moins de mobilité possible pour un maximum d'efficience au travail. Et donc là, nous, c'est notre priorité aujourd'hui. On veut vraiment orienter le réseau sur cette partie-là et justement aussi garder l'autre partie sur des coworkers classiques ou des indépendants pour qu'on ait une mixité finalement dans les tiers-lieux et que ça amène de la richesse à tout le monde. Et du coup, effectivement, là aujourd'hui, on est en pourparlers avec Dominique pour être un des premiers réseaux à intégrer Relais d'entreprise. Pour justement capitaliser sur la marque Relais d'entreprise comme un hôtel, comme un logis. Non, mais c'est la même image. Et pour pouvoir justement avoir une marque qui dit quelque chose à nos fameux DRH toulousains aujourd'hui. Bien, merci à vous tous, merci à nos intervenants. C'était pertinent, ils ont joué le jeu quand je leur coupais la parole, donc je les remercie infiniment. Voilà. Bonne fin de journée à tous.